Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau webinaire un peu particulier où aujourd'hui on va parler de Google Ads en présence d'un acteur qui connaît bien le système. Il s'agit d'Alexandre. Bonjour Alexandre, Bonjour Jean-Charles, comment ça va? ça va très bien et toi? Bah écoute, super, ravi d'être présent aujourd'hui. Eh ben écoute, on est tous ravis en tout cas de t'accueillir aujourd'hui. Juste pour information dans le chat, alors je vois que le chat est déjà parti, c'est top. Je vois que vous êtes présents et dispo, vous êtes déjà plus de 60 connectés en live, donc c'est excellent. Ce Top. que je vous propose, c'est déjà de me dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour ça, ce serait au top. Et puis, eh bien, grosso modo, durant cette heure et demie, on verra le nombre de questions que vous avez. Mais l'objectif, c'est vraiment de parler eh bien, des bonnes pratiques et des erreurs à faire ou à éviter sur Google Ads. Ok, on me dit que tout est bon, impeccable, super. En tout cas, bonjour à tous, mettez-nous un petit mot dans le chat, mettez-nous aussi votre état d'esprit. Est-ce que vous venez en mode on est curieux? Est-ce que vous venez en mode au contraire on est hyper vénère contre Google Ads? Alors, Alexandre n'est pas Google Ads, d'accord, on est bien d'accord. Il est là avant tout pour qu'on ait une vue un peu générique, justement, et peut-être des éléments de compréhension, de contexte qui nous manquent cruellement. Moi, j'ai listé quelques questions que je vois très fréquemment en échange avec nos clients. Donc voilà, on va en prendre le temps d'en échanger. Et puis si vous avez bien sûr des questions, vous me marquez dans le chat, je les mets de côté. Et puis on prendra le temps d'en échanger avec Alexandre. Mais retenez bien une chose, ce webinaire, il est fait pour vous, d'accord? On n'est pas venu avec une longue suite de slides. Clairement, c'est pas du tout l'objectif. On est là pour échanger. Ce temps-là, il est pour vous. Alors, ben, j'ai envie de dire, optimisez-le au maximum. Et puis, ce qui va être génial, et ça, j'aurai une très belle nouvelle à vous donner pour les membres de la communauté Pulse, mais ça, je vous le donnerai un peu plus tard dans le webinaire pour ceux qui veulent approfondir. Ah oui, un point aussi important. Je comprends que vous ayez peut-être votre compagnon en cours avec des hauts ou avec des bas et que vous ayez une question personnelle spécifique avec Alexandre. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous en reparlerai plus en détail tout à l'heure. En tout cas, je vois qu'on a des curieux, voilà, curieux d'en savoir plus sur le sujet, a priori, Alexandre. Ce que je te propose, est-ce que tu veux bien, eh bien te présenter dans un premier temps, puis après on pourra enchaîner du coup un peu sur les questions un peu génériques autour de Google Ads. Ok? Ouais, bien évidemment. Du coup, pour faire un petit peu le topo sur moi et mon parcours, Alexandre, 26 ans. Je suis dans le marketing digital depuis 7-8 ans maintenant. J'ai commencé quasiment à 18-19 ans. J'ai d'abord commencé par faire mes armes un petit peu dans le e-commerce, le dropshipping, avec ce modèle Mhm. assez commun pour démarrer avec peu, où ça a plutôt bien marché. Donc voilà, j'ai fait un peu mon baptême du feu avec le dropshipping pendant 2-3 ans, où j'ai eu l'occasion de dépenser beaucoup sur les publicités à mon compte. Donc voilà, quand on gère les propres budgets nous-mêmes, voilà, on apprend très vite. C'est J'ai clair. eu l'occasion de dépenser pas mal pour Google comme pour Meta. J'ai aussi fait du coup un petit peu de freelance dans le même domaine, donc la création de publicité et aussi Mhm. la création de contenu, parce que c'est souvent, voilà, c'est souvent rattaché et assez lié. Mhm. Donc voilà, c'est un peu mes zones d'expertise sur le marketing digital, la création de Top. contenu et la gestion de pub. Et ensuite, là, il y a 3 ans, je suis allé un peu retourner dans on va dire, le système un peu classique où je suis allé travailler pour Meta directement et plus récemment aussi pour Google, histoire Mhm. de bien me remettre à jour, de tester mes capacités sur le terrain avec des personnes qui avaient des niches bien précises. Et du coup, en travaillant comme conseiller marketing, représentant marketing pour Google et pour Meta, Mhm. ce qui a été le plus intéressant, c'était vraiment comment dire, d'avoir accès à des centaines, voire même des milliers, ouais, plutôt des milliers de comptes. Et du coup, voilà, j'ai un peu un bon feedback sur les coûts dans différentes Mhm. niches, que ce soit des e-commerce, des services locaux, même des restaurants, etc. Donc voilà, là, ça faisait 2-3 ans que je travaillais d'abord pour Meta, puis pour Google depuis environ un Mhm. an. Et Ok. là, j'ai arrêté tout récemment. Et aujourd'hui, me voilà pour vulgariser tout ça avec vous. Bah écoute, franchement, c'est top. Je vois que tu es la bonne personne. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça aussi, il n'y a pas de hasard. Je note un point également, c'est que c'est vrai que c'est important que tu le précises, tu n'es plus salarié, parce que sinon, ça aurait été Mm. compliqué de t'avoir aujourd'hui. On va être très Oui. transparent. C'est vrai que quelqu'un qui est bah, en situation aujourd'hui, je pense qu'il se ferait rapidement virer si on avait ce genre de discours, en tout cas en live, en extérieur. Donc en tout cas, voilà, merci vraiment de ta présence. C'est des rendez-vous assez rares. Donc je vois qu'en tout cas dans le chat, ça répond. Euh, je voudrais justement, parce que je vois que beaucoup en fait n'ont pas lancé de pub ou acheté des mots-clés, donc ça me fait penser Mhm. tout de suite à une première question, Alex. Est-ce que tu peux simplement rappeler les grandes différences majeures entre
j'ai envie de dire, le référencement classique, et Mhm. puis les campagnes payantes Google. C'est quoi la différence? Parce qu'on parle de mots-clés, justement. C'est quoi la différence entre un Ouais. référencement organique naturel et une campagne payante? Ouais, bien sûr. Alors, en soi, c'est assez complémentaire. J'ai envie de dire que le SEO, c'est un peu le modèle qui va coûter du temps. Hein, comme tout le Hmm. monde le sait, quand on fait du référencement organique, ça peut prendre 3, 6 mois, un an avant de taper un petit peu là-dessus. Et bah, la publicité payante, tout simplement, c'est pour accélérer un peu le processus. Donc, c'est assez complémentaire. Sur le SEO, on va aller chercher vraiment des recherches organiques, quoi, donc apparaître dans les résultats, dans les moteurs de Google, être, entre guillemets, comment dire, être la référence. Quand on fait Hmm. du référencement, on cherche à être la référence, donc avoir le meilleur site, la meilleure qualité et ce qu'on soit le plus intéressant pour les utilisateurs aux yeux de Google. Et sur la publicité payante, il y a aussi cette logique d'être la référence, d'avoir le meilleur site possible à la fin. Mais là, on va plus aller taper sur des mots-clés d'intention où vraiment on va aller chercher à se positionner et à faire concurrence aussi avec nos compétiteurs. Il y a un système d'enchères, on pourra revenir un peu plus en détail dessus plus tard, mais là on est vraiment sur quelque chose de très mécanique, quoi. D'accord. Donc la campagne me permet en fait d'être un peu mis en avant. Pour spécifier, Ouais, c'est lorsque vous avez une requête quelconque sur Google, le résultat, en haut, souvent, on a ce qu'on appelle les liens sponsorisés. En clair, c'est ça, les campagnes. C'est ce qui fait ouais. apparaître de tous ces liens. Et le SEO, généralement, c'est ceux qui arrivent juste derrière, qui ne sont pas sponsors. Mais oui, généralement, les premiers liens qu'on va voir, surtout sur des requêtes, du coup, hein, où il y a une forte attention commerciale, là, il y aura des liens sponsorisés. C'est vrai que le SEO, généralement, c'est plutôt pour des requêtes, on va dire, informationnelles, avec moins d'intention d'achat. C'est-à-dire que Mm. sur Google, au-delà de Google Ads et compagnie, on a un peu différents types de mots-clés et de façons de rechercher sur Google, avec différentes intentions. Et pour le SEO, on va plutôt être sur des requêtes d'information. Par exemple, les gens qui vont chercher à se former sur un sujet, quels sont les meilleurs outils pour ça, etc. Là, il n'y aura pas de résultats sponsorisés, ça va très souvent être du SEO. Par contre, quand on va chercher des mots-clés et des requêtes avec ce qu'on appelle une intention commerciale en général, ou transactionnelle, là, ça va vraiment être un truc tout bête, hein, mais un écharpe grise prix, par exemple. Là, on va pas tomber sur du SEO, là, ce sera vraiment pour la publicité payante. C'est un peu Mm. les différentes intentions qu'il y a derrière les requêtes qui vont différer là-dessus aussi. Ok, ok, c'est déjà plus clair. Euh, Imaginons ce que je vois dans le chat, vous êtes nombreux à ne pas encore avoir fait de campagne. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais recommander, je dirais, à quelqu'un Mhm. pour se dire, bon, ok, là, il est temps pour moi que je lance une campagne publicitaire avec Google Ads. Mhm. Quels Hum, pourraient être les éléments déclencheurs pour me dire, OK, là, il faut que je mette en place une campagne? Est-ce qu'il y a des éléments ou des choses que toi, tu as pu constater de par ton expérience, personnelle mais professionnelle, en te disant, bah là, il n'aurait pas fallu, c'était peut-être trop tôt dans l'activité, tu vois, quelques indicateurs qui pourraient peut-être aider, du coup, les auditeurs à mieux comprendre. Bah, franchement, après je suis peut-être un petit peu biaisé parce que j'ai une aversion au risque dans le business assez faible qui fait que j'aime bien prendre des risques, mais pour moi, il n'y a jamais de bonne raison de ne pas lancer de campagne. C'est OK. jamais trop tôt. Si, allez, je vais en donner une histoire d'être clair. Si votre site est pas encore parfait et pas encore bien optimisé, enfin bien paramétré au niveau de tout ce qui va être conversion, là, Mm. faut pas lancer, ça sert à rien parce qu'on va avancer à l'aveugle. Mais à partir du moment où votre site il est terminé, où les pages de destination sont claires et bien paramétrées, et vous Mm. avez des conversions actives sur le site, par exemple un formulaire de contact ou les paniers, les achats, Mm. etc. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas lancer de pub sur Google. 95% des business peuvent faire de la pub, mis à part très spécifique, ce qui est très rare. Donc en vrai, à partir du moment où votre site est 100% prêt et que votre activité peut tourner, il n'y a pas de bonne raison de ne pas lancer de campagne, à mes yeux. OK. Ouais, on n'a aucune raison de ne pas le faire, hein. Ça, Non. je partage en effet ton point de vue. Par contre, tu as rappelé un point extrêmement important, et écoutez bien ça, d'accord? Notez-le même, très honnêtement. Vous aurez accès au replay, bien évidemment, mais vous pouvez le noter quand même. Vous devez impérativement avoir donc, des landing pages, ce qu'on appelle des pages d'atterrissage, qui soient en lien avec vos campagnes, d'accord? Très clairement, ce que nous, c'est ce que l'on travaille justement au sein de Crédit 3 Créa, en complément justement bien de ce que tu pouvais faire avant en tant que média buyer. L'idée, c'est que si vous envoyez les gens sur une page d'accueil, ça va être compliqué de pouvoir obtenir l'objectif visé, qui peut être un achat ou un contact ou peu importe, en tout cas un lead. Donc, pensez bien à travailler des pages d'atterrissage, des landing pages qui
convertissent, qui donnent envie aux gens de faire ce que vous leur demandez. D'accord? Et ça, en effet, ça pourrait être en tout cas un des conseils sur lequel j'appuie parce que je vois trop souvent ça dans justement des audits qu'on a. Bah, je comprends pas, je fais pas de clients, bah, je cherche pas plus loin. En fait, c'est pas ta campagne qui est forcément mauvaise, c'est parce que la page où tu arrives, elle est pas bonne. Et ça, en Ouais. effet, c'est un point important. Ouais, ouais. Je plus sois totalement hein, parmi les gens que j'ai pu avoir à rencontrer et à aider hein, quand je travaillais pour Google. C'est vrai que la majorité du temps, le problème principal quand quelqu'un débute et avance un petit peu à l'aveugle, c'est que il se dit juste, tiens, ben, Jo, la pub c'est quoi? Je lance une campagne et je fais des ventes, mais il réfléchit pas au fait de, ok, quel message je renvoie à travers ma Mm. publicité et où la personne arrive derrière. Donc c'est vraiment très très important. Si demain je suis dans le BTP et Mm. je veux trouver des devis pour faire des couvertures de toit et que je ramène directement sur la page d'accueil mais qu'il n'y a pas de formulaire de contact ou de simulation de devis, Mm. c'est sûr et certain que les conversions seront très mauvaises. Il y aura Mm. peut-être un mec dans le lot qui va réussir à naviguer sur le site, aller chercher, etc. Mais oui, le plus important, c'est quand on fait de la pub, il faut penser moins de friction possible. J'ai un message, la personne recherche tel type de service, je la ramène Ouais. sur tel type de service. C'est très important. D'accord. Est-ce que tu pourrais définir, alors j'ai vu deux, trois questions là que je vais reposer dans le chat, c'est parfait, donc posez bien vos questions dans le chat pour justement bah, essayer de personnaliser un petit peu cette expérience. Parce que des questions, j'en ai plein, hein, sinon il n'y a pas de souci, mais j'aimerais des vôtres, je trouve que ça sera d'autant plus intéressant. Est-ce que tu peux expliquer bon, rapidement ce que tu appelles un point de friction? Ouais, alors tout simplement, faut se rappeler que sur Internet, les gens, quand ils naviguent, à moins qu'ils aient vraiment la hargne, ils n'ont pas le temps, simplement. Ils recherchent une solution, ils recherchent une information. Il faut qu'il y ait le moins de temps et de clics entre le moment où la personne commence à chercher une information et le moment où elle peut convertir. C'est encore plus vrai sur Meta parce qu'on vient clairement déranger les gens dans leur routine quand ils sont en train de défiler sur leur feed. Mais même sur Google, c'est aussi le cas. Il faut qu'il y ait le moins de friction possible, c'est-à-dire le moins de difficultés pour l'utilisateur à arriver à la solution qu'il cherche. Si pour, par exemple, demain j'ai une urgence, n'importe quoi, où j'ai besoin de faire des travaux chez moi, etc., en urgence, je cherche quelqu'un, s'il faut que j'aille sur son site, que j'aille cliquer sur 3 pages différentes avant de tomber sur le formulaire de contact, il y a de grandes chances que je dise, ah là, ça marche pas, c'est qu'est-ce que lui il fait, hop, je quitte et je trouve quelqu'un d'autre. Par Mm. contre, si demain je cherche urgence réparation, toi, en premier, je vois les informations claires, la personne qui habite à côté de chez moi, qui répare les toits, je clique, j'ai le formulaire devant moi, il y a zéro Mm. friction, je rentre mes informations et la Mm. personne, elle a généré sa conversion derrière. Donc voilà, c'est la facilité pour l'utilisateur d'aller d'un point A à un point B. C'est très important. Mm. Oui, oui, non, mais c'est des basiques justement que tu rappelles et qui sont tellement importants et soyez cohérents quoi. Entre le message de votre campagne et puis la page d'atterrissage, en effet, on ne doit pas être là pour vendre du rêve, sinon on est dans la publicité mensongère. Et en effet, vous dépensez votre argent pour rien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, j'ai Jean-Marie qui me pose la question par rapport au moment, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Par contre, il demande, Mhm. mais est-ce que même en phase de démarrage, ça peut être pertinent de lancer une campagne? Ouais, ben après, il y a plusieurs types d'objectifs quand on a des campagnes. Donc, si jamais on est vraiment en phase de lancement et qu'on n'est pas forcément prêt comment, à avoir des conversions, à recevoir des achats, etc., ça peut être une possibilité aussi de faire par exemple de la notoriété. Donc après, je ne vais pas m'avancer, je ne connais pas son business, Mm. mais Mm. il y a plein de personnes qui ont pour but de d'abord se faire connaître. Donc c'est des campagnes ce qu'on va appeler généralement de notoriété. Et ça peut être juste histoire d'être présent. Ça, sur Google, quand on fait ça, ça va plutôt être pour des publicités via Google Maps ou via YouTube. On va pas trop faire des pubs avec de la recherche Google si on n'a pas directement de conversion à générer derrière. Mais c'est Mm. une possibilité. Mais voilà, si cet auditeur a déjà de quoi comment dire, avoir des clients, avoir des Mm. formulaires de contact, etc., même si c'est au démarrage, il n'y a pas de raison de ne pas tester des publicités. Et j'ai même envie de dire, le plus tôt, le mieux, sachant que le problème principal qu'on a sur les débutants sur Google Ads et qui ont souvent du mal à comprendre, c'est que les pubs, ça prend du temps. C'est pas du tout quelque chose d'ultra direct. C'est pas vraiment on lance une campagne et je dépense mon argent et j'ai des retours. C'est vraiment un algorithme qui a besoin de travailler et j'ai rarement vu des campagnes bien démarrer en 2 3 semaines. Ça prend toujours du temps. Donc j'ai envie de dire limite le plus tôt le mieux parce qu'en fait
le truc très important à comprendre dans les publicités, c'est que déjà c'est un investissement, pas un coût. Donc, il faut voir Mm. ça sur un retour futur. Comme quand on investit en bourse, on n'attend pas à ce que ça fasse x2 dans la matinée. On fait ça sur très longtemps. Là, c'est un peu pareil. Et le nerf de la guerre dans les publicités payantes, et même au-delà dans le digital en général, c'est les données, c'est la data. Donc, plus tôt on génère de la data, plus tôt on génère un feedback sur comment fonctionne notre site, plus tôt on pourra optimiser pour vraiment avoir des résultats. Voilà pourquoi, à mes yeux, dès qu'on a le budget, ça peut être bon de lancer des campagnes. Waouh, je crois que là, j'espère que vous prenez des notes parce que vous venez d'entendre un truc qu'on n'entend pas très souvent. Une campagne prend du temps. D'accord? Alors, je sens, je vois certains qui commencent à avoir une goutte de sueur froide en se disant, mon Dieu, on va l'aborder rapidement, le sujet du budget, c'est certain. Mais donc, tu es bien en train de nous dire que, en effet, c'est un algorithme derrière. Donc, Mhm. nécessairement, bah, il doit apprendre cet algorithme. Ouais. Donc, ça prend du temps. Donc, l'idée, si je comprends bien, et je me mets dans l'impôt d'un dirigeant d'un chargé de projet digital ou d'un indépendant de profession libérale. Le côté, je fais une campagne un peu one shot pendant 10 jours pour un lancement, ça va le faire. Non, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ouais, surtout sur Google. À la limite, sur Meta, pour digresser très rapidement et donner un petit peu de feedback, c'est vrai que sur Meta, si par exemple on a des très gros budgets, une marque déjà en place qui a déjà eu des pubs avant qui ont marché, on peut faire des campagnes one-shot qui vont durer que quelques semaines. Par contre, ouais, sur Google, surtout avec une nouvelle activité, surtout pour des petites TPE, des PME, des petites PME, ouais, ça prend beaucoup de temps. Pour vous donner des insights un petit peu internes à Google, pour ceux qui connaissent, là je vais commencer à parler un petit peu de technique, mais il y a plusieurs types de campagnes sur Google. Et il y a un type de campagne un peu la plus récente, ça s'appelle les Performance Max, qui sont un peu des campagnes tout en un. En interne chez Google, on a eu des datas qui nous disaient que il fallait au moins un mois à la campagne pour avoir des premiers résultats. On parle vraiment de premiers résultats, on ne parle pas de résultats probants, on parle de premiers résultats tout court et plus de 2 mois pour avoir une vitesse de croisière. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps. Si on a plus de budget, si on a déjà de la data sur le compte, etc., ça peut aller plus vite. Mais quelqu'un demain qui lance une performance max avec un compte tout frais, il en a pour un mois ou deux à patauger dans la semoule, ce serait normal. Donc après, c'est les campagnes les plus gourmandes en termes de probabilité algorithmique. On reviendra dessus après, c'est un peu compliqué. D'autres types de campagnes peuvent être un peu plus rapides, notamment les campagnes de recherche. Si elles sont très bien ciblées et qu'on a un bon budget, on peut avoir un feedback un peu plus rapidement. Mais oui, ça prend vraiment du temps de travailler l'algorithme, tout simplement. Ok. Moi, j'en apprends tout le temps. Et là, donc, Performance Max, pour justement expliquer rapidement, en gros, c'est des vrais morceaux d'IA, entre guillemets, dans la création de campagne classique. Vous pouvez le faire à la main, hein, grosso modo, Mhm. ou vous pouvez prendre le pilotage automatique, entre guillemets, qui va vous aider dans la création. C'est très bien fait, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Donc, ça répond notamment à une question de David, justement, autour de, bah, est-ce que l'IA, on peut en mettre à l'intérieur? Je sais plus comment il avait tourné ça exactement, mais en gros, c'est un petit peu l'idée. Voilà, commencer par des campagnes intelligentes avec l'IA, donc je pense que ça répond un peu à la question Ouais, de David par rapport à ça. Mais c'est vrai que un mois à 2 mois, tout le monde n'a pas forcément le budget. Et j'ai plein de questions autour de ça. Selon toi, on part du principe que on n'est pas forcément une marque, il n'y a pas eu de campagne de mhm. notoriété, il n'y a pas eu de remarketing derrière. Quel serait le budget raisonnable, je dis bien raisonnable, Alexandre, ok, Ouais, pour démarrer? On va parler de montant journalier si tu veux bien. Puis ouais, après, on peut peut-être parler de mensuel, parfait. mais au moins un budget journalier raisonnable pour démarrer. Ouais. Alors, à- il y a plusieurs choses à prendre en compte, j'y reviendrai après, mais pour donner une réponse de but en blanc, je dirais que si on est en dessous de 10 euros par jour par campagne, ça va commencer déjà à être compliqué. C'est très très rare de voir des campagnes à 5 euros par jour fonctionner. Même 10 Ouais. euros, on peut être un peu short. Donc voilà, pour donner un minimum syndical, on va dire, j'ai envie de te répondre 10 euros par jour. C'est ce que je vois le plus Mm, souvent et c'est ce que même moi je peux prodiguer comme conseil. mm, Après, il faut toujours prendre en compte le coût estimé par conversion, tout simplement. Si on vend un produit très à étiquette et qu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas des prospects à moins de 50, voire 100 euros, ce qui est très courant pour des formations à plusieurs milliers d'euros et compagnie, bah, du coup, par extension, il faut aussi augmenter le budget dans le sens où il y a un concept de base à comprendre dans les pubs, c'est au niveau de l'apprentissage de l'algorithme. Si on génère pas assez de conversions assez rapidement, en fait, l'algorithme ne va jamais réussir à passer un peu ces phases de test, entre guillemets. Et si on génère qu'une seule conversion
par semaine ou par 2 semaines, bah, on sait qu'on va continuer à patauger dans la semoule tant qu'on n'aura pas augmenté un petit peu le budget. Donc si on a des coûts par acquisition très élevés, par extension, le budget devrait s'élever lui aussi. Mais voilà, pour le petit commerçant, le petit, celui qui fait des services locaux, la personne dans le BTP, etc., hein, les taxis, etc., qui font des business locaux, généralement 10 euros par jour, c'est déjà très bien pour commencer. Ok. Pour donner un ordre d'idée, on est à peu près à 300, 350 euros par mois, ce qui est tout à fait réaliste, hein. On l'a fait dans le cadre de notre pilotage pour un organisme de formation. On était même un petit peu en deçà et on a transformé ces conversions en faisant du x3 et du x5 sur son coût de conversion. Donc, c'est tout à fait possible avec un budget, par contre, à minima de 300 euros. En effet, c'est ce qu'on préconise. En deçà, bah, vous grillez votre argent, hein, très Un clairement. petit Vous peu, ouais. donnez, ouais, Bah, en c'est fait, vrai. vous serez pas compétitif dans les enchères. Il y a des gens qui dépensent beaucoup plus. Donc, Mm, par extension, vos parts de marché seront minimes. Vous allez avoir, voilà, vous allez avoir quelques milliers d'impressions dans le mois, ce qui est pas énorme. Si après mm, on se réfère aux clics, ça fait quelques dizaines de clics. Donc après les conversions, c'est encore plus petit. Donc oui, mm, effectivement, pour plein de raisons différentes, avoir trop peu de budget, c'est pas assez bien. Vous n'allez pas être assez compétitif avec vos concurrents et vous mm. allez cramer votre budget trop rapidement à chaque fois. Et donc du coup, la campagne ne pourra pas apprendre pour Mm. s'améliorer. Donc voilà, c'est double effet tranchant, mais double effet tranchant négatif. Donc Ouais, à éviter. complètement. Ouais, complètement. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur? Parce que tu nous parles d'impression, de Ouais. clics, de conversion. Par exemple, enfin, c'est quoi les impressions et quel pourrait être l'ordre de grandeur? Alors, au niveau des impressions, moi, je les regarde pas trop. Pour moi, c'est pas vraiment pertinent. Ça, Mhm. à la limite, je vais regarder le taux d'impression par rapport à la concurrence. Ça, c'est hyper important pour savoir à quel point on est compétitif. Par contre, te donner un chiffre d'impression comme objectif, c'est pas très pertinent. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien on gagne à la fin du mois dans le portefeuille. Donc, on va plutôt regarder tout ce qui va être le coût par clic, même si c'est Mm. pas très bien tout seul. Puis, le coût d'acquisition, le retour sur investissement, le taux de clic, il y a pas mal de petites métriques à regarder. Les impressions, c'est pas forcément le mieux en termes de chiffres. Par contre, ce qui va être très intéressant sur Google, c'est d'aller regarder les insights sur les enchères. Je crois que c'est écrit comme ça en français. Dans Insight et Mm. Rapport, vous avez Insight sur les enchères. Et dans cet endroit, vous allez avoir, alors attendez, je l'ouvre de mon côté pour pas vous dire de bêtises. Vous allez avoir le taux d'impression au global, le taux d'impression en haut de page et en tout en haut de page avec un pourcentage par rapport à où vous êtes placé vous et vos concurrents. Donc c'est une bonne idée pour savoir si on est compétitif en termes de part d'impression. Le nombre d'impressions, on s'en Mm. fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est les parts d'impression au sein de notre niche, tout simplement. Mm. Ok, ok, ok. Et du coup, imaginons, je fais, je dis n'importe quoi, 10 000 impressions. Mhm. Alors j'entends bien que c'est tout cela se veut générique. C'est important, je vous le rappelle, parce que vous êtes nombreux à dire ouais, bah, dans tel secteur, évidemment, on va pas spécifier un secteur d'activité, puisque si par exemple vous êtes dans, je sais pas moi, dans l'immobilier, dans le financement de prêts immobiliers, enfin le CPC c'est juste n'importe quoi. On a des CPC sur prêt immo qui doivent être à 50 euros le clic, ou si c'est pas plus, même d'ailleurs maintenant. Donc c'est ça le système d'enchère. Mais en gros, si j'ai 10 000 impressions, à combien de conversions, combien de clics il me faudrait pour espérer avoir une conversion derrière? Est-ce qu'on a un ordre d'idée comme ça? Ouais, c'est assez générique comme question. Je suis pas sûr qu'on puisse donner une réponse, mais par contre, ouais, pour donner une réponse au global par rapport à ce que j'ai vu, je dirais que pour 1000 impressions, on peut espérer avoir entre 5 et 10% de clics, quelque chose comme D'accord? ça, Ouais. pour faire une moyenne un petit peu basse. Bien sûr que c'est hyper performant, ça peut être au-dessus, hein, mais je pense que Hmm. pour 1000 impressions, si on arrive déjà à avoir 50, 100 clics, on sera déjà très bien. Je suis en train de me référer à des clients que j'ai actuellement pour qui ça marche. C'est à peu près ça. Ils avaient 200 clics pour 2000 impressions. Et sur ces 200 clics, ils avaient une dizaine de conversions, quelque chose comme ça. Donc après, ils sont dans une niche qui rapporte pas mal. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de Hmm. conversions pour que ça Hmm. fonctionne. Mais voilà, Hmm. si on a 1000 impressions, on peut espérer entre 50 et 150 clics au mieux. Et après, sur ces 50 clics, si on a entre 5 et 10 conversions, on est déjà très très content. Ouais. Ouais. Et puis sachant qu'encore une fois, il faut le rappeler, la conversion, donc vous avez un clic, les gens arrivent quelque part. La conversion, c'est à la hauteur de la qualité de ce que vous proposez après derrière, parce que c'est plus la Ouais. campagne qui va gérer l'achat, qui va gérer comment dire, la prise de rendez-vous via un agenda ou la demande de contact. Ça, c'est plus Google qui gère cette partie-là. Ouais. Ok.
Du coup, j'ai aussi une question de Marilyn. Je rebondis parce qu'elle est tout à fait à propos avec ce qu'on vient de dire. Elle n'a pas de site internet, donc elle se demande est-ce que c'est judicieux de faire une campagne Google. Elle a simplement aujourd'hui un tunnel de vente, d'accord, avec un lien pour une réservation visio découverte. Est-ce que c'est suffisant, une landing, juste ça, une page web, pour lancer une campagne? Son but, c'est quoi? C'est de faire des inscrits? Réservation visio découverte. Ouais. Donc, Réservation visio découverte. ouais, agenda quoi, agenda de prise de rendez-vous. Alors, c'est possible, mais dans une logique de pérennité, j'ai envie de te dire, je conseillerais de hoster ça sur un vrai site web, histoire que, aux yeux de Google, on soit quand même plus pertinent et que sur le long terme, on ait plus d'impact. Donc, pour lancer, c'est une possibilité. Par contre, Hmm. ouais, dans un souci de pérennité et même de charge de travail pour cette personne, je conseillerais de se mettre directement sur un site, même si c'est juste une page, c'est déjà bien suffisant. Parce que le problème, c'est que si là, elle commence avec son petit tunnel et qu'elle a un autre site et qu'elle se fait un vrai site d'ici 2 3 mois, elle va devoir tout recommencer au niveau de l'algorithme, au niveau Ouais. du Ah oui. paramétrage, Ah etc. Du oui. coup, Ok. double charge de travail, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire, dans un souci à la fois d'être long-termiste et de se réduire sa charge de travail, autant lancer un vrai site avant. C'est quand même plus intéressant. Et ça coûte rien de faire un one page sur un site sur un site quelconque. Il y a tellement de CMS aujourd'hui qui peuvent permettre de faire un petit site rapidement. Donc ça, pour moi, ça vaut le coup. Ok, d'accord. Bon, moi, ça répond clairement. Je te remercie déjà pour tous ces éléments-là. Bon, les questions elles tombent au fur et à mesure. Moi, j'en avais quand même une. Quand Ouais. toi, tu arrives justement, quand tu étais dans la place, Mhm. voilà, tu regardes un petit peu les indicateurs d'une campagne. Qu'est-ce qui te fait dire celle-là, elle va pas marcher? Ou à Mhm. l'inverse, quels seraient les indicateurs qui vont dire celle-là elle va vraiment performer? Est-ce que tu avais déjà un petit peu toi ton pattern où tu te dis déjà les premiers indicateurs prioritaires, on va vraiment parler de Ouais. KPI que tu vas suivre en priorité? Mm. Dans quel ordre de prio? Bon, déjà, forcément, je regarde sur une campagne, je vais regarder les conversions qu'elle a déjà générées, et aussi, Mm. je vais regarder ça en termes de timing, qu'elle en ait généré 100. Si elle a mis 10 ans à en générer 100, c'est pas intéressant. Par contre, si elle en a Ok. généré 10 en 3 semaines, là, je me dis, ah, celle-là, elle a du potentiel. L'algorithme, Mm. il a réussi à trouver un peu les probabilités pour avoir ces conversions, donc il y a des chances. Après, si c'est une campagne toute fraîche, qui n'a pas encore forcément de conversion, je pense une des métriques les plus importantes que je vais regarder, ça va être le CTR. Donc en anglais, c'est D'accord. click-through rate. Donc en gros, c'est le taux de clic sur une pub. Mhm. Si la pub est affichée 100 fois, combien de personnes vont cliquer sur la pub? Ça, Mm. c'est un des indicateurs principaux, je pense, sur Google. D'accord. Euh, les gens ont tendance à penser coup par clic, mais coup par clic tout seul, ça vaut pas grand-chose. Mm. C'est plus un ordre d'idée de est-ce qu'on paye nos enchères trop cher ou pas assez. Enfin, on paye jamais pas assez cher, mais tu m'entends. Mm. Je pense que le CTR, c'est certainement une des métriques principales sur une campagne, pour la simple et bonne raison que ça donne une très bonne idée de comment les gens réagissent. Si on a un bon CTR, ça veut dire que notre publicité, elle est en accord avec ce que la personne recherchait. Si elle recherchait un service X, Y, Z, que le message dans notre annonce est clair, et après, du coup, qu'elle a cliqué, qu'elle est arrivée sur notre site. Bon, après, il y a d'autres métriques à regarder, on-site, Mm. le taux de rebond, etc., qui peut être aussi un indicateur de performance, mais là, c'est plutôt côté site. Donc voilà, sur une campagne, je pense que l'indicateur, ça va être est-ce qu'on arrive déjà à diffuser correctement, à faire nos Mm. impressions, à prendre nos parts d'enchères par rapport à la concurrence, et surtout, parmi ces impressions, est-ce qu'on a un bon taux de clic, donc de CTR. Je pense que c'est vraiment la métrique number one pour un lancement de campagne, pour savoir si nos annonces sont un minimum efficaces. C'est top. Je crois que ça, c'est hyper clair. Vous pouvez nous le marquer dans le chat si, enfin, pour moi, je bois du petit lait, hein, très clairement. Je te remercie, Alexandre, parce qu'enfin, et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité qu'Alexandre soit présent avec nous aujourd'hui, ben, j'ai trouvé quelqu'un qui explique simplement les choses, en fait. Alors oui, il y a un peu de jargon technique, mais c'est super bien expliqué et vous pouvez nous en faire part dans le chat. Tu me Ça nous rassures fera parce plaisir. que ouais, tu me rassures parce que c'était un de mes points un peu un peu où j'étais apeuré là-dessus. C'était est-ce que j'allais réussir à vulgariser et à être clair pour une large audience, sachant que moi je suis très habitué à être en one-to-one avec quelqu'un qui a un problème bien précis et on est en train de réfléchir à tel ou tel problème, alors que là du coup essayer de vulgariser et d'être clair pour un large panel, c'était un challenge. Donc voilà, je suis bien Le curieux chat de va savoir trancher. Le bien chat curieux de va savoir trancher. On va s'ils comprennent regarder ça. ce que je raconte.
Non, 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 franchement, c'est top. En tout cas, pour moi, c'est hyper clair. Et justement, est-ce que tu aurais une fourchette d'un bon click-through rate, donc le taux de Ouais, clic, on va dire ça comme ça, parce que bah, souvent, ils sont quand même assez faibles, hein, les ouais. CTR. Et du coup, on pourrait se dire, bah, je suis à, je sais pas, 0,80 ou je suis à 1,28. Et ça serait quoi une bonne fourchette de CTR? Sachant que, Euh, encore une fois, on est générique, ouais, généraliste, bien évidemment, chaque secteur est différent. ouais. Je dirais à partir du moment où on a déjà quelques pourcents, donc 3-4%, on est déjà efficace. C'est-à-dire Mm, que, voilà, on sait qu'on n'est pas en train de faire un truc tout pourri, ça c'est une certitude. mm, Ouais, si on est en dessous de 3%, je pense que ça commence à devenir compliqué. Et on peut, ce qui est intéressant, ce qui est cool avec, cette métrique, c'est que c'est assez large. À partir de 2-3, on peut déjà avoir des très bons résultats. Moi, j'ai quelques clients actuellement qui sont à 3-4, mais qui derrière convertissent super bien, donc c'est top. mm. Par contre, je sais que je vois souvent des CTR monter jusqu'à 10% pour les gens qui sont vraiment ultra bien placés, qui ont une annonce hyper claire, où c'est bien tranché en termes de mots-clés et compagnie. On peut vite monter assez haut en CTR. 10%, c'est bon, c'est une fourchette très haute, hein, mais voilà, je dirais 2-3% minimum, histoire d'être sûr que on n'est pas en train de faire de la pub pour rien et que Mm. on est pertinent entre ce que les gens recherchent et ce qu'on leur propose dans l'annonce qu'on leur montre, mais on peut essayer de viser un peu plus haut. Mais voilà, un minimum de 2-3%, ce serait déjà correct. Au moins, ça donne déjà une idée. Top. Mm. Merci, merci. En tout cas, ça permet déjà, au vu, je monte ton expertise, d'avoir un recul par rapport à ça. Euh, J'avais une question également de Yannick. Comment est-ce qu'on peut gérer son budget quand on va être dans un environnement concurrentiel? C'était Mhm. quoi, toi, tes bonnes pratiques quand tu étais avec un annonceur qui dit, bah, voilà, j'ai du mal un peu à piloter le budget, sur quoi tu t'appuyais et comment est-ce que tu lui donnais de bons conseils? Tu veux dire dans le cas où quelqu'un est un peu limité en termes de budget et qu'il est dans une niche concurrentielle? Ouais, alors là, je te lis pleinement la question de Yannick, c'est comment gérer son budget quand on est dans un environnement concurrentiel, comme par exemple la réservation de voiture Ok, ou la location de voiture, comment est-ce que tu fais? ok. Bon, déjà, il y a une chose à savoir, je tiens à le préciser, hein, ça fera un bon rappel fondamental pour tout le monde. Euh, le budget, c'est un des éléments centraux de la gestion de publicité, forcément. Et du coup, il n'y a pas de pilotage au jour le jour. Le budget, il faut éviter de le toucher tout le temps. Du coup, Mm, il faut, mm, entre guillemets, et ça vaut pour tous les aspects d'une campagne, pas que le budget, mais aussi pour les annonces, les landing pages, tous les éléments mm. qu'on va pouvoir paramétrer. Éviter de trop modifier et piloter au jour le jour. Laissez Ok, toujours le temps faire. Donc d'accord. du coup, là Oui, pour répondre à Yannick, si je dis pas de bêtises, c'est Yannick. c'est Yannick, ouais. Si par exemple, toi tu as un budget très défini, tu sais que tu vas pas aller au-dessus, commence, voilà, définis bien ton budget à la base, donc par rapport à ton CP, enfin ton coût par acquisition attendu, évite de mettre trop peu. Par contre, il faut que tu choisisses un budget et que tu t'y tiennes. C'est-à-dire que tu vas laisser ta campagne tourner au moins 2-3 semaines avant de Ah oui. pouvoir te dire peut-être que je vais augmenter parce que je suis pas assez concurrentiel. Si par exemple tu mets 20 euros par jour et qu'au bout de 3 semaines tu vois que tu es dixième dans les enchères, que vraiment t'es dans les apparaît que 10% du temps sur les requêtes, bah, tu sais qu'en face, ils mettent 2 fois plus. D'ailleurs, il y a quelques outils sur Internet qui peuvent te permettre d'estimer combien sont tes concurrents. On pourra en parler D'accord. aussi. Euh, mais voilà, dans l'idée, il faut éviter de trop piloter le budget au jour le jour. Il faut même idéalement y toucher que toutes les 3 semaines, un mois, si vraiment Ah il y a oui, besoin de mettre. ok. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'algorithme, il est probabiliste, donc c'est-à-dire qu'il va essayer un petit peu dans tous les sens d'obtenir des conversions, parce que c'est son but Mm, principal. C'est comme, c'est ça. c'est un peu comme si on avait un animal de compagnie à qui on veut apprendre des tours. Et ben, Mm, s'il s'assoit quand on lui dit assis, on lui donne une petite croquette. Par contre, s'il fait un tour quand on lui dit assis, eh ben, on lui donne pas la croquette. C'est un peu ça, mm, comme ça que fonctionne l'algorithme. Plus il génère des conversions, donc avoir une conversion, c'est lui donner une croquette entre guillemets, mm, mm. plus il va comprendre qu'il fait bien les choses et qu'il faut qu'il continue dans ce sens-là. Et du coup, si on change trop souvent le budget, les annonces ou n'importe quel élément d'une campagne, bah c'est un peu comme si à chaque fois on donnait un ordre différent à un chien et on ne comprend pas pourquoi il ne s'assoit pas quand on lui dit assis. Si on lui dit assis, après on lui dit coucher, après on lui dit tourne-toi, mets-toi sur le dos, etc., il va avoir trop de signaux différents et il va pas réussir à aller dans le bon sens. Donc faut un peu voilà, poser les bases et attendre avant de reprendre une décision et de changer. C'est pour ça que faut éviter de trop piloter le budget. J'ai souvent vu des gens être là pendant 2 semaines, ça marchait du feu de Dieu, c'était incroyable. Euh,
le 15e jour, ça marchait plus. J'ai divisé le budget par deux parce que je voulais pas perdre de l'argent. Après, ça a Ouais. remarché un peu. J'ai réaugmenté le budget. Bah, du Ok. coup, on envoie plein de signaux à l'algorithme très contradictoires. Il doit Mm. rebalancer à chaque fois. Donc, c'est trop compliqué. Donc, pour moi, il faut avoir une idée estimée de ton budget, Yannick, et s'y tenir pendant au moins 2, 3 semaines avant de reprendre des décisions. Ok. C'est déjà plus clair. Par contre, pour bien apporter une touche de précision, donc là tu parles du budget, ok. Par Mhm. contre, si je vois que mon texte d'annonce est pas forcément performe pas, bon après on peut avoir aussi plusieurs tests, mais sous quel délai plutôt est-ce que je peux changer une image, un texte d'annonce ou une accroche ou un élément additionnel? Alors, pour tous les éléments, donc ce qu'on appelle les composants dans Google, donc tous les éléments qui vont s'afficher dans l'annonce, là, on peut se permettre d'être un petit peu moins strict. C'est-à-dire que si on a juste une image qui est un petit peu pourrie ou un texte qui est pas optimisé, on peut se permettre de le changer un peu de temps en temps. Bon, on va quand même éviter de toucher aux campagnes tous les jours dans un souci de Mm, logique claire et même de mm, pilotage pour soi, tu vois. mm. Mais voilà, il n'y a pas de souci, on peut changer un petit peu les textes, etc. Ce qu'on va éviter, ça va être si on a une campagne A qui tourne depuis 3 semaines, enfin qui tourne depuis peu importe, d'un seul coup Mm. on se dit, ah allez, je change tout, j'enlève mon groupe d'annonces, je change les mots-clés, je Ah change ouais. les Ah textes. ouais. Là, c'est mort, ça fait partie Mm. d'une toute nouvelle campagne, d'un tout nouveau test, donc là, ça retombe On sous le part coup à zéro quoi. voilà, ça retombe un peu sous le coup des 2, 3 semaines de test. On va éviter de changer des mots-clés à foison, de changer tous les textes, etc. avant 2, 3 semaines, pareil. Par contre, oui, des petites modifications. On modifie une image qui est un peu floue ou qui nous plaît finalement pas trop. Quelques textes pour optimiser un peu le copywriting. Ça mange pas de pain. On peut faire un petit Mm. tour une fois par semaine, regarder un petit peu et essayer de changer si on voit qu'on a des soucis. Ok, ok, top. Merci pour en tout cas ces éclaircissements. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Ça l'est également du coup pour tous les présents en live. Pour eux du coup c'est très clair. Il y a même Camille qui nous dit qu'elle a un CTR de 18%. Elle est trop Ouais, contente. tu Du vois, coup, ça peut vraiment monter, hein. ouais, ouais, ouais. Ah non, franchement c'est top. Ça fait plaisir. Euh, Certains me demandent aussi est-ce qu'on doit avoir la même approche entre B2B et B2C? Est-ce que c'est les mêmes indicateurs, donc les mêmes insights, les mêmes KPI, ou est-ce qu'on doit être vigilant sur certains points entre le B2B et le B2C? Bah, déjà de sûr, en B2B, la plupart des métriques en termes de coûts, ça explose. Ça, c'est une certitude parce que en B2B directement, on n'est que dans de la recherche avec beaucoup d'intention. Donc là, c'est des secteurs où directement ça augmente, souvent assez concurrentiel. Et du coup, ce qui est important aussi, ça va être de changer le message. On ne s'adresse pas pareil comment dire, à un acheteur en détail qu'à quelqu'un qui est vraiment professionnel à professionnel. On n'utilise Hmm. pas les mêmes mots. On va être beaucoup dans le B2B, généralement, on va être beaucoup plus dans le technique. Ouais. Par exemple, ouais, si on vend de l'outillage pour un corps de métier en particulier, là, B2B, en termes de copy, donc copywriting, je pense que tout le monde connaît un petit peu les principes. Ça va être comment on écrit, comment on présente son offre, etc. Hmm. Là, en général, on va être très technique très vite parce qu'on sait qu'on est face à des gens qui ont un besoin précis, qui savent de quoi on parle et qui vont avoir voilà, des besoins très nets. Après, du coup, les coûts explosent un petit peu. Généralement, en B2B, tout ce qui va être coût par clic, coût par acquisition, ça s'envole. Donc voilà, je dirais que c'est surtout au niveau du message. Niveau métriques, après, c'est logique que ça bouge un petit peu, mais c'est surtout au niveau de la manière dont on va se présenter, dont on va présenter notre annonce. Là, ça change beaucoup. Ok. Peut-être un peu les types de campagnes. Je pense que les campagnes de shopping, par exemple, les campagnes Google Shopping sont plus adaptées à du B2C. J'ai moins vu du shopping pour du B2B parce que ben, généralement, quelqu'un Ouais. qui fait du B2B, il cherche pas à feuilleter un catalogue et ajouter au panier. Il cherche Hmm. à contacter le directeur des ventes et à avoir un deal, quoi. Donc, c'est pas le Hmm. même procédé de vente. Donc, voilà. Il y a quelques types de campagnes qui vont être adaptées que pour le retail, enfin, pour le détail, pardon, Hmm. notamment les shopping. Sinon, voilà, c'est surtout regarder les coûts, bien regarder la concurrence et bien adapter son message, je pense. C'est là D'accord. la principale différence. Ok. Donc là, on est vraiment dans la notion de promesse, d'accroche. Donc Voilà. dans le copywriting pur, il n'y a pas de mécanique interne liée justement aux Non, campagnes qui permettrait d'optimiser ça. Ok. Non, mais c'est vraiment très clair. pas. Au contraire, oh, ça va très bien. On adapte Euh, seulement ouais, son message, sa façon de discuter avec l'auditeur. Mais sinon, il y a pas d'outils, de fonctionnalité particulière pour le B2B. C'est vraiment nous qui allons dans le paramétrage en termes de ciblage et en termes de message adapté pour la bonne personne. De toute façon, le marketing, de manière générale, c'est quel message, à qui, quand. Donc c'est plutôt ça qu'on va adapter. Et il n'y a pas de
particularité sur les publicités pour ça. Ok, ok. J'ai une question, pareil, un peu plus générique. Après, on reviendra sur des choses spécifiques, notamment sur du multilingue. Euh, Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu as pu voir chez des annonceurs? D'accord, même expérimenté, mais c'est quoi généralement les plus grosses erreurs que tu as pu remarquer? Ouais, alors là, je vais aller dans mes petites notes parce que j'en suis marqué quelques-unes. Il y en a pas mal, en vrai, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a dont on a déjà parlé, notamment faire des modifications trop rapidement. Ça, c'est vraiment, je pense, top 3 des erreurs que font les D'accord. annonceurs, surtout les petits annonceurs comme les petits entrepreneurs, TPE et petites PME qui font ça un peu à la main. Je Mm. pense que ouais, changer des éléments trop rapidement, c'est vraiment dans le top des erreurs qui vont ruiner votre progression parce qu'en fait, vous allez laisser la campagne tourner pendant 10 jours. Il Mm. n'y a pas de résultat, c'est normal parce que ça se lance, c'est encore un Mm. apprentissage. Vous faites des modifications, bah vous repartez en apprentissage. Vous faites des Ouais. modifications après 10 jours, vous repartez en apprentissage. Vous avez perdu un mois et 400 balles. Ouais. Donc ça Ok. va très très vite. Donc je pense que c'est la première erreur. Ensuite, et ça, je trouve qu'on le voit un peu trop souvent, mais ça va être lancer des campagnes un peu sans objectif clair. On se dit, ben voilà, moi je veux lancer des pubs pour avoir du trafic, pour avoir des ventes. Sauf que si on Mm. n'a pas vraiment une mentalité, comme je disais avant, de marketeur, quel message, à qui, quand, on va souvent taper à côté. Donc il faut Mm. avoir un objectif clair. Qu'est-ce qu'on veut espérer avec cette campagne? Est-ce qu'on veut juste que des gens découvrent notre site web, s'inscrivent à notre newsletter, fassent un achat, fassent un devis? Il faut avoir un objectif clair. Mm. Et du coup, j'en viens à un problème subsidiaire qui est très lié, ça va être au niveau du tracking. Alors là, on est sur un problème, en même temps ça fait peur, je peux comprendre, mais j'ai vu tellement souvent, surtout sur des petits comptes, des gens un peu qui font ça à la main, un peu tout seul, etc. Bah, des gens qui ont un tracking inexistant carrément. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de conversion. C'est hyper important d'avoir un tracking aux petits oignons dès le début. Sinon, on avance à l'aveugle. Comme je le disais au début de la conférence, la data, c'est vraiment le nerf de la guerre en publicité. Et Mm. basiquement, faire des campagnes sans avoir de feedback sur quelle page a été vue, quelle conversion a été générée, etc. En fait, on avance à l'aveugle et on paye juste Google mécaniquement pour ramener du trafic sur le site web. C'est très, très. Voilà, on avance Mm. clairement à l'aveugle. Du coup, je Mm. pense que les conversions, c'est pareil. C'est top 3 des choses à mettre en place. Et toute conversion est généralement bonne à prendre. Bon, faut éviter des trucs inutiles, hein, forcément, mais tout ce qui va être page vue pour les pages importantes, Mhm. panier abandonné, achat, vos formulaires de contact, vos simulations de devis si vous en avez, simulation de financement, tout ce qui est lié au parcours d'acheteur, il faut le mettre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Juste un point aussi, peut-être de précision, encore une fois. Mhm. Quand tu parles de tracking, de quoi Ouais, tu parles exactement? Pour certains qui ne voient pas forcément de quoi il s'agit. ouais. Alors, basiquement, le tracking, en fait, ça va être des petites balises, des petits signaux qu'on va mettre à des endroits. Par exemple, on va faire au plus simple. J'ai un e-commerce avec une dizaine de produits et j'ai aussi un formulaire de contact pour le B2B. Parce Mm. que je suis un grossiste, mais aussi un retailer. Donc, je vends une dizaine de produits en B2C à plein de gens. Et à côté, j'ai aussi un formulaire de contact et un formulaire de devis pour les entreprises qui cherchent un grossiste pour avoir des habits et être revendeur. Ça, c'est nos situations de base. Si Mm. j'ai ça, si j'ai ce type de business et que ces deux pans sont aussi importants l'un comme l'autre pour moi et que je veux faire des pubs sur Google, c'est absolument nécessaire que je puisse savoir si quelqu'un, donc forcément sur moi, sur le site, je vais voir si quelqu'un fait un formulaire de contact, mais il Oui, faut que je sache si il vient de Google. Parce que si oui. j'ai des pubs sur Facebook, du contenu organique et du contenu sur Google, mais que j'ai pas de balise par rapport à ces sources, différentes Mm. sources, bah, si j'ai 100 formulaires et 100 ventes, mais que je sais pas de quel canal ça vient, bah, ça va être un peu compliqué de savoir où je dois optimiser. Du coup, Mm. c'est hyper important d'avoir des balises pour savoir si ça vient de Google, ça vient de Meta, peu importe. Mais voilà, le tracking, c'est vraiment savoir qui et quand a cliqué où. Donc sur Mm. le panier achat, donc ce sera une conversion différente. On aura la conversion achat d'un côté, achat de tel produit, et de l'autre côté, on aura la conversion formulaire rempli, tel jour via Google et compagnie. Et du coup, grâce à ça, après, on peut optimiser. Et pour faire simple, ça peut faire un peu peur, mais le tracking, généralement, c'est un bout de code à rentrer quelque part dans votre site.
Il y a beaucoup de tutos sur Internet, ça prend un peu de temps, c'est vraiment pas la mer à boire en général, surtout Mm. quand on est assez doué avec l'informatique de base et qu'on sait naviguer sur Internet. Ça fait un petit peu peur, c'est souvent une grosse charge de travail à court terme, mais une fois que c'est en place, généralement ça ne bouge pas pendant un petit moment. Donc voilà, Mm. c'est très important de s'y mettre et de comprendre un minimum les fondamentaux autour du tracking pour Mm. pas dépenser de l'argent dans le vent, quoi, tout simplement. Mm. C'est ce qui permet, oui, en finale, de faire remonter l'information et d'avoir C'est les ça, fameuses conversions qui s'alimentent. c'est Si ça. vous n'avez pas ça, la conversion n'existe pas, en fait, pour Ouais. l'algorithme. Il peut pas savoir, en Et du fait. coup, par extension, du coup, l'algorithme n'apprendra pas et ne pourra pas s'améliorer parce qu'il ne saura pas s'il a bien fait. Donc, Ouais. ça va de pair. On tourne en rond, quoi. C'est le cercle vicieux, du coup, qui s'installe. Donc, le tracking, point hyper important. Si Et ça vous parle pas, vous tapez tracking Google dans Google. Et normalement, vous devriez trouver des annonces, d'ailleurs, sûrement sponsorisées pour vous aider à mieux faire. Il y a de fortes chances. Euh, une autre question également, parce que tu rebondissais sur un point important, et puis William a bien relevé la chose. Comment obtenir le taux d'impression de nos concurrents? Du coup, ouais, tu en parlais tout à l'heure, on peut avoir des infos comme ça. Moi ouais, aussi, tiens, j'ai appris ça aujourd'hui. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut espionner ouais. un peu les autres. Alors, les espionner directement, ça va passer par des outils tiers pour avoir des informations un peu Ah, complémentaires. Mais la base de la base, il y a déjà des bonnes infos, de la bonne donnée qui est disponible directement sur Google. En gros, quand vous êtes sur Google, tout à ouais. gauche, il y a un déroulé qui s'appelle Insight et Rapport. Donc Et on est bien dans Google Ads, hein, ok, ouais, c'est important de le rappeler. dans le On est bien gestionnaire dans le de tableau de bord publicité, de votre Google Ads, ouais, ok. il y a dans le menu déroulant à gauche, tout en haut, Insight et Rapport, et il y a une petite table, une petite fenêtre, Insight sur les enchères. Et quand vous allez ici, Google va vous donner pas directement des chiffres en termes de clics ou quoi que ce soit, mais il va vous donner un pourcentage sur les impressions que vous faites et que vos clients font. Donc ça vous donne une bonne idée de à quel endroit vous êtes placé dans les enchères. Est-ce que vous apparaissez plus souvent que vos concurrents en première position? Est-ce que vous apparaissez plus souvent de manière générale? Ça, c'est pour les outils Google. Après, il y a quelques outils aussi en ligne. Je pense notamment à SEMrush, SEMrush, qui sont Hmm. un peu, c'est un peu le B.A.B.A, c'est un peu le plus gros outil. Faut pouvoir le lire, quoi. Je Ouais, partage un point de vue, mais c'est vrai que là, par contre, il faut vraiment aimer ouais, les tableaux. Il y a quand même de l'interprétation à faire qui est un peu délicat. Je c'est pense vrai, t'as également totalement raison. au centre de transparence, tu sais, de Google, À qui est quoi? un peu en fait la bibliothèque Ah publicitaire oui. des campagnes. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de cet outil? Alors c'est vrai que ça je l'ai pas trop utilisé, mais ça va surtout servir à voir un peu les annonces directes. Donc Exactement. par Hmm. exemple on sait que notre concurrent direct Decathlon il fait des pubs, Hmm. on va pouvoir voir ses annonces. Donc en tant que Hmm. telles, comment elles apparaissent. Par contre ça je ne suis pas sûr que ça va donner des insights directs sur on n'aura jamais d'informations chiffrées de la part de Google sur leur budget, leur coût par clic, leur coût d'acquisition. Ça, c'est totalement opaque. On n'aura jamais. Hmm. Bien sûr. On peut trouver sur Google des benchmarks, je pense que ça s'appelle comme ça, qui vont donner des coûts par acquisition et des coûts par clic estimés selon telle ou telle niche. Hmm. Par contre, on n'aura jamais d'informations directes sur nos concurrents de la Hmm. part de Google. On aura seulement notre part d'impression par rapport à eux, à la limite. Mais on n'aura pas les Ok. informations clés. Et du coup, la bibliothèque dont tu parles, c'est pour aller voir directement la publicité. Ça existe pour Facebook aussi. On tape le Oui. nom de la personne directement et Hmm. on tombe sur sa publicité comme si on Hmm. était un utilisateur lambda qui faisait la requête et qui tombait sur cette annonce. Ouais. Exactement. Je viens d'ailleurs de vous le partager du coup dans le chat. Je vous ai mis donc le Ads Transparency, c'est Google, d'accord? Donc vous copiez-collez le lien et comme ça vous pouvez aller fouiller. Donc notamment ceux qui ont des problématiques entre B2C, B2B en termes d'accroche ou de promesses, ça permet d'espionner un peu la Ouais. concurrence. Ça Vous peut pouvez voir donner quelles des sont les idées, ouais. pubs. Exactement. Et je vous ai mis en dessous, alors au début je vous avais mis un lien un petit peu long, je vous en ai remis un autre plus court pour la bibliothèque publicitaire de Facebook, même topo, vous allez prendre les campagnes actives ou celles qui n'existent plus, vous Mm. allez pouvoir espionner en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, et bien les petits camarades et de voir, là par contre on a quelques datas, il y en a beaucoup moins qu'il y a quelques années, ça c'est clair, avant on avait absolument tout, on avait les budgets, on avait un peu tout, là pour le coup Meta, avant que ce soit Meta était quand même très généreux en termes de data, bon maintenant vous aurez deux trois infos, mais au moins ça vous permet de voir Mm. ne serait-ce que l'intérêt d'un message plutôt qu'un autre. Quelle est la promesse qui marche mieux, quelle est l'accroche et l'insight qui fonctionnera mieux. Donc D'un ça, point c'est de mis, vue, c'est si gratuit. je peux rajouter quelque chose, d'un Hmm. point de vue marketing, c'est même carrément nécessaire de faire un peu de veille Ça, oui. concurrentielle
Donc, Ah ouais, si vous voyez que dans les enchères, vous êtes quatrième, cinquième et qu'il y en a trois devant vous qui gagnent ouais. plus souvent les enchères en termes d'impression, etc., Ouais, c'est quasi sûr que, bon, déjà, ils ont certainement plus de budget, ça joue, c'est un des facteurs, mais ils ont c'est certainement ça. aussi des annonces plus optimisées, un message plus clair, une offre plus alléchante, etc. Et donc, du coup, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder Mm. ce que ceux qui font mieux que vous sont en train de faire, quoi, pour avoir des idées. C'est même, Ouais, ouais, c'est nécessaire. complètement. Complètement. Euh, Enfin, en tout cas, c'est déjà top. Alors, ça fait déjà 1 heure, après quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je passerai volontiers 2 heures de plus. On va prendre le temps qu'il faut, pas de souci, d'accord. On va pas jouer la montre aujourd'hui. Cependant, point important, avant de passer à une autre question, j'ai quand même une super annonce à vous faire. Je suis obligé de vous en parler. Je peux pas attendre la fin, Alexandre. C'est que je le vois notamment dans le chat. Vous avez beaucoup de questions qui sont spécifiques à votre campagne, d'accord. Ce que je comprends et ce que je respecte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans du générique, généraliste. On peut pas aller sur une campagne spécifique parce qu'on n'a pas vos KPI, on peut pas avoir tous les éléments. Puis on monopoliserait du coup le chat ou en tout cas une certaine durée pour essayer de répondre spécifiquement à chacun. Donc, Alexandre est OK. On va, et retenez bien ce que je viens de vous dire, j'ai pas la date, mais on va faire une masterclass ensemble, d'accord, avec Alexandre. On va le retrouver, mais cette fois-ci, on sera plus dans le générique. Vous viendrez avec vos campagnes, OK? Et Alexandre se propose eh bien, de regarder ce qui cloche sur vos campagnes en live. Vous avez bien entendu. Je vous donnerai plus d'infos, mais déjà, marquez-moi tout de suite dans le chat si vous voulez que cette masterclass ait lieu. Moi, si j'ai pas plus, et vous êtes quasiment 80 là, si j'ai pas plus de 20 personnes qui me disent OK, je serai là, on le fera pas. Moi, je vais être très clair. Si nous on s'engage, bah, il y a forcément besoin d'un engagement de votre côté. Donc l'idée, c'est ouais, il y a déjà des wikis qui partent. Ouais, 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 exactement. Ah, Exactement. forcément, Yes, ils ont yes, envie, yes. ils ont envie. Ah bah attends, moi j'ai un professionnel qui vient. Bon, j'ai pas les détails, on va en reparler après avec Alexandre, c'est pas de souci. Donc là, on sera beaucoup moins nombreux, c'est certain. Par contre, on viendra. Alors, ça sera peut-être un peu plus long, mais on verra. On viendra. Ouais, ok, c'est bon. Vous avez validé, c'est bon, ok, ok, ça marche. Vous avez validé. On viendra spécifiquement voir vos campagnes à vous. J'ai pas les conditions, j'ai pas la date, mais ce sera hyper intéressant, exactement, Pierre, également, d'apprendre, même si vous n'avez pas forcément une campagne en cours, bah, vous allez énormément apprendre sur des gens et je connais, et je salue Sarah au passage que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui travaille dans une boîte super sympa et qui, elle, dépense pas mal en termes de campagne et qui viendra, je pense, aussi avec des questions bien spécifiques. Là, voilà. Là, vous verrez peut-être aussi, ce sera peut-être l'opportunité de voir des campagnes d'envergure, notamment. Alors, Sarah, je ne sais pas si je peux citer, on peut faire de la promo aussi, pourquoi pas pour ta marque, mais si tu es OK, tu me marques dans le chat. Question suivante. Bon, en tout cas, c'est OK. Je vous enverrai toutes les infos, pas d'inquiétude. Vous êtes tous inscrits, de toute façon, j'ai tous vos mails, on vous tiendra informé. Ce sera dans les semaines qui viennent au top. J'ai Sandrine qui me demande quelle serait, Alexandre, la stratégie pour une annonce multilingue qui viserait un marché européen avec des langues différentes, donc français, anglais, allemand. Comment on fait? Ouais. Alors, là, je vais éviter de trop avancer parce que c'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé. Moi, j'ai toujours été sur le marché uniquement francophone. Du peu que j'en sais, de toute façon, je vais être assez clair. Hein, vu que c'est pas ma zone de génie. J'ai pas trop fait ce genre de choses. Mais de manière générale, ce qu'on va faire, c'est segmenter tout simplement parce que ben, tous les marchés ne réagissent pas de la même manière. Du coup, Hmm. pour moi, après, c'est peut-être que je suis biaisé par rapport à mon expérience, mais à mes yeux, quand on fait du multilingue, il faut bien séparer. Donc tout faire sur le même compte, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on est sur le même produit, etc. L'algorithme, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, je ferai littéralement une campagne par langue et par pays, même s'il y a des possibilités sur Google de faire du multilingue au sein d'une seule et même campagne. Moi, je préconise pas, pour la simple bonne raison que on n'aura pas trop le retour par pays, etc. Ce serait un truc un peu généraliste. Ça peut marcher, hein, surtout si on a des très gros budgets, etc. Et que la campagne peut travailler au global. Moi, je conseillerais vraiment de focus sur ses marchés principaux déjà, en fonction de son budget. Si on a un budget un peu limité en termes de pub, mais qu'on est quand même sur plusieurs pays, peut-être se focus que sur le pays qui rapporte le plus ou alors où on est le plus présent ou celui où on veut le plus se développer. Mais à mes yeux, moi, je ferais quand même des campagnes spécifiques par langue, par pays, pour avoir vraiment la main mise sur les mots-clés que je leur présente, Hmm. sur les annonces, parce que les traductions automatiques de Google et compagnie, on n'est jamais trop sûr, etc. Et pour avoir un retour direct, peut-être que même avec les mêmes paramétrages, mais en changeant uniquement les langues et les mots-clés, donc en soi que la langue, peut-être que les marchés ne réagissent pas sur, Ouais. sur Google
sur, au Danemark. Par contre, en Espagne, c'est peut-être le feu, etc. Donc, vu que le nerf de la guerre, c'est la data et qu'on veut avoir un feedback de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, ce qui est intéressant, c'est de segmenter pour un système aussi complexe. Mm, mm. Je partage tout à fait ton point de vue. Je savais pas qu'on faisait également pareil pour les campagnes. Donc en fait, d'avoir des annonces en anglais, d'autres annonces en français, de Mm. piloter des campagnes spécifiques par pays ou par langue. Nous, Ouais. c'est ce qu'on préconise également en SEO classique. Souvent, les gens qui veulent toucher plusieurs pays vont faire un Google Trad un peu violent. L'idée, c'est vraiment d'avoir des pages, voire même concevoir des sites dans la langue native Au pour mieux, optimiser ouais, justement son référencement parce que le positionnement des mots-clés n'est pas le même d'un pays à l'autre. ouais, Je partage tout à fait le point de vue. exactement. C'est ça en fait. C'est vrai que théoriquement, il suffit juste de mettre un gros coup de Google Traduction, mais dans les Mm. faits, en termes de volume de recherche, en termes de même de wording, peut-être que je ne sais pas, tu vas être dans un type de business où tu vas vendre un produit A, bah peut-être que oui, le produit A, si tu le traduis littéralement, tu tombes sur tel ou tel mot-clé, mais peut-être qu'en fait, Mm. dans cette langue, ils appellent pas ça de la même manière. Donc, il faut vraiment faire du Mm. cas par cas et être sûr et certain de ce qu'on fait et faire juste de la traduction brute, bête et méchante. Généralement, c'est très mauvais. Et Mm. c'est pour ça, je préfère. Moi, je suis partisan d'avoir quand même la main mise sur ce qu'on fait, pour avoir un vrai feedback. Donc, Mm. séparer et bien travailler chaque marché, c'est mieux. Mm. Sur Google, c'est ce que je ferais du coup. Et sur Meta, c'est sûr et certain qu'on fonctionne comme ça. On divise les campagnes par pays. On fait jamais du multilingue. Mm. C'est un trop gros risque en fait de laisser des traductions automatiques ou même juste il peut y avoir un souci de paramétrage. Alors que si on fait une campagne, une langue, là on n'a pas de souci. Mm. Plus de boulot en amont, mais par contre, Plus une de meilleure boulot, capacité mais ouais, à la plus sortie. de Ouais. clarté, bien sûr, et c'est Mm. hyper important. La clarté, que ce soit pour notre analyse de data ou Mm. pour la personne qui va voir l'annonce, il faut que ce soit le plus clair possible. On retombe sur cette question de friction dont on parlait tout à l'heure. Il Mm. suffit qu'on ait un mot qui soit mal traduit sur un titre de 10 mots, et ça rajoute de la friction. La personne, si elle Mm. bug en mode ah, ce mot Ouais, il est un peu complètement. bizarre, je comprends, mais le mot il est un peu bizarre parce que la Mm. traduction elle est un peu en dents de scie, bah voilà, ça va créer de la friction et par extension Mm. des mauvais résultats. Donc c'est important d'être clair. La clarté, Ok. la clarté vaudra toujours mieux que n'importe quel visuel, que n'importe quel budget énorme. Basiquement, soyez sûr d'une chose, si vous avez 10 euros de budget par jour, votre concurrent il a 100 euros de budget par jour, si votre message il est plus clair, c'est vous qui gagnez les enchères, hein. Mm. C'est aussi important que le budget d'avoir un message d'une clarté sans précédent. C'est sûr et certain. Ok. Top. Bon, sans moi, voilà une réponse claire. Pour le coup, c'est une réponse très claire. Question suivante. Il y a Pierre qui nous signale que il avait remarqué il y a quelque temps que lorsqu'il faisait justement, il passait par une campagne publicitaire, il Mhm. remarquait que ça boostait le SEO de son site. Et du coup, il nous signale qu'il était passé de la deuxième page de Google à la première page. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le SIA, donc le SIA, c'est Mhm. le Search Engine Advertising, donc le trafic des campagnes publicitaires, et le SEO, qui est lui, par contre, le référencement naturel gratuit. Alors c'est vrai que c'est assez complémentaire, mais j'ai envie de dire, je sais plus c'est quoi l'expression, mais en gros c'est, faut pas, tu vois, faut pas confondre causalité corrélation, je crois, c'est ça l'expression. En gros, oui ça a un impact, mais c'est pas automatique, dans le sens où ça a un impact si ton SEO est déjà très bon de base et que tes Oui. pubs sont tout aussi bonnes. Au global, ça va aider un peu Google à te considérer comme étant un bon élève, un bon élément sur le réseau. Par Mm. contre, une chose est sûre, c'est que si demain tu as un SEO moyen, il suffit pas de faire de la publicité payante dans quelconque endroit de ton site pour que ton SEO augmente. Donc oui, ça aide, mais à condition que les deux soient de très bonne qualité. Et c'est pas un impact direct, c'est plutôt un impact global qui va faire que Google te considère comme respectant bien les pratiques, proposant du bon contenu à Mm. tes auditeurs, enfin à tes lecteurs, et par extension, ton SEO va aussi augmenter. Mais c'est aussi Oui. parce que ton SEO est déjà en place et de bonne qualité depuis un petit moment, parce que tu étais deuxième et que tu as été bon élève dans le SEO, que tes bonnes pubs derrière ont pu potentiellement aider Google à te remettre un petit coup de pouce et te mettre premier. Mais c'est pas Mm. un impact direct, c'est pas Mm. faire de la publicité payante, boost le SEO, ça c'est non. 90% du Ouais. temps, c'est non.
Complètement. C'est justement c'est ce que je voulais dans le sens dans lequel je voulais abonder. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que les campagnes publicitaires, c'est comme un robinet, quoi. Tant que tu l'ouvres, ça marche, d'accord? Donc ça te génère du trafic, mais dès que tu l'arrêtes, le trafic il revient comme Ouais, il était avant. Tu coupes exactement. l'arrivée d'eau. Par contre, là où Pierre a pu justement profiter, c'est que si à l'inverse les gens arrivent sur ta landing, que tu mets deux trois liens, donc tu mailles en gros, donc tu vas faire du maillage interne, tu mets des liens qui renvoient vers du contenu, de la ressource ou des produits complémentaires. Là, du coup, le trafic organique prend le relais. Donc, Ouais. si tu génères, je sais pas moi, tu vas avoir, je ne sais pas, 100 ou 1000 ou 10 000, j'en sais rien, visiteurs uniques par jour, ils vont pas être comptabilisés de base s'ils viennent par ta campagne. Par contre, sur ces 10 000, tu en as la moitié qui vont commencer un peu à naviguer, à fouiller sur ton site. Là, ça alimente ton SEO. Donc, Exactement. indirectement, en effet, s'il est très bon, ça peut en effet avoir un impact très positif. Euh, je voulais absolument te lire cette question parce que c'est une question qui revient souvent de la part de personnes. Pourquoi est-ce que ma campagne elle génère des clics, mais que j'ai pas de clients? D'accord? Alors, je sais qu'on va redire un petit peu pas mal de choses, mais comme je sais que vous C'est êtes nombreux important. aussi à nous avoir rejoints, c'est important de répéter certaines choses. Pourquoi est-ce que beaucoup de campagnes aujourd'hui génèrent des clics, Mm. mais pas forcément de clients? Ouais. Donc effectivement, là, on va retomber sur des fondamentaux et je pense que c'est bien pour nos auditeurs d'aujourd'hui hein, de les entendre 3 4 5 fois pendant le call parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Il Ouais. faut bien garder en tête que le plus important sur Google, en tout cas tout aussi important que le budget et autres, certes, c'est bien d'avoir des campagnes, c'est bien d'avoir des bonnes annonces qui font cliquer, etc. Mais ce qui compte le plus derrière pour votre portefeuille à la fin du mois, c'est l'efficacité de votre site, vos pages de destination, de vos Mm. produits, de vos services. Pour être clair, et c'est un adage qu'on entend très souvent dans le marketing, une bonne pub, donc des bons clics, comme dans le cas présent, ne va pas sauver un mauvais produit, par exemple. Donc Mm. là, je dis pas que le produit de la personne est mauvais, mais c'est un exemple à l'extrême. Si on a un Mm. produit pourri ou un site pourri, on a beau avoir la meilleure pub, le meilleur budget, derrière, ça fonctionnera pas. Donc, il y a vraiment cette logique sur Google Ads. Ok, c'est bien d'avoir du budget, c'est bien d'avoir des bonnes enchères pour des clics, etc. Mais il faut Mm. absolument que tes pages de destination soient pertinentes, faciles à naviguer, en accord avec ce qui a généré le clic, donc l'annonce. Mm. Donc, il y a vraiment cette logique à avoir de peut-être que le problème vient du message que je renvoie, de ce sur quoi la personne tombe quand elle a cliqué sur l'annonce, etc. Oui. Peut-être qu'elle n'arrive pas sur l'action qu'elle attendait. Par exemple, si je suis un taxi, que je fais des bonnes pubs sur Google, c'est super clair, mon annonce elle est géniale, etc. Mais quand la personne clique, elle arrive sur mon accueil, il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a pas de formulaire de contact, il n'y a pas de réservation, bah du coup il y aura forcément moins de conversion derrière. Donc en augmentant l'efficacité de son site, si on a déjà les clics derrière, normalement on va augmenter le résultat final. Après, Mm. il y a un autre sujet sur lequel on peut aussi bifurquer, qui est très intéressant, c'est au niveau de ce qu'on demande à l'algorithme. Si notre campagne, on est en clic et que, on va parler de plusieurs sujets, donc je vais essayer de rester Mm. concis et clair, mais en Ok. gros, on peut avoir un souci sur Google, sur les autres régies publicitaires aussi, c'est que si on demande du clic à l'algorithme et que ça fonctionne, on peut tomber sous le. J'ai pas trop de nom pour expliquer ça, mais en gros, le fait de demander à l'algo quelque chose, l'algorithme il va trouver des gens qui vont cliquer, Mm. mais des gens qui ont fait une mauvaise recherche, des gens qui ne sont pas vraiment intéressés, etc. Et on peut tomber Ok. sous l'effet boule de neige un peu mauvais d'entraîner l'algorithme dans le mauvais sens en lui disant ok je veux des clics, il va générer plein de clics, l'algorithme il se dit génial, je génère plein de clics, donc pour lui c'est Mm. une conversion, dès que je génère un clic j'ai mon petit sucre, voilà, pour en revenir à l'allégorie tout à l'heure, à l'image, Ok, ça. Ouais. la petite croquette qu'on donne à son animal quand il a fait son tour. Donc il va se dire, ok, ça marche bien, l'algorithme va être persuadé, entre guillemets, de taper juste, mais vous derrière, ça remplit pas le portefeuille. Et du coup, Mm. on a entraîné un peu l'algo dans le mauvais sens. Ok. Généralement, là, ce qui va pêcher, ça peut être qu'on a payé trop peu cher notre clic, donc des clics de mauvaise qualité. C'est ce Ouais. qu'on voit souvent, des gens qui veulent payer le moins cher possible, mais au final, ils ont un double effet qui se coule qui font que, ok, ils ont du clic, mais du coup, c'est des gens de très mauvaise qualité, Mm. mauvaise qualité de prospect. Et sinon, ça peut être aussi la stratégie d'enchère. Donc, pourquoi pas tester, si on a déjà eu assez de conversions, tester des Mm. objectifs d'enchères intelligentes, maximiser les conversions, maximiser le Oui. CPA, etc. Ça peut être aussi intéressant parce que là, du coup, l'algorithme, il va recevoir sa petite croquette seulement
quand il aura généré une conversion sur votre site. Mm. Et vous allez Mm. plus payer au clic, vous allez entre guillemets juste dépenser pour les impressions. Et l'algorithme, pour qu'il fasse bien son travail, il faudra qu'il vous génère des conversions, donc il trouve des gens vraiment intéressés. On repart dans une logique d'apprentissage, mais parfois, il vaut mieux brûler les bateaux et recommencer à zéro, comme on dit, Ouais. plutôt que de continuer absolument, ok, bon bah là, Mm. mes coûts par clic sont bien, mais j'ai pas de conversion. Il y a soit un problème sur le site, soit un problème au niveau de ce qu'on demande à l'algorithme. Mhm. Ouais, ou un problème de tracking également qu'on évoquait tout à C'est l'heure sur la possible aussi, ouais. traçabilité des conversions. Mais c'est vrai que c'est une notion de profil similaire. C'est vrai que l'algorithme, en fait, il cherche juste à obtenir le résultat de C'est l'action que vous avez ça. recherché. Donc, tout démarre, et je pense notamment aux campagnes méta. Dès le départ, on demande l'objectif. C'est quoi? C'est de la vente, c'est plutôt de la prospection, c'est vendre une app. Donc, si déjà le choix à l'entrée est mauvais, forcément, la conversion derrière va être un peu plus complexe. C'est pour ça que je recommande toujours, ne vous lancez pas dans une campagne sans un minimum d'informations, ou faites-vous accompagner, mais vous jetez pas comme ça. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, ça c'est évident, c'est évident. Ok. Oui, tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure également d'optimisation, on va parler de scalabilité. Donc la scalabilité, c'est le fait Mhm. de, eh bien, je vois que ça commence à marcher, donc je vais réinjecter un peu plus de budget journalier pour obtenir du coup de manière exponentielle le même montant. Comment est-ce qu'on fait une bonne scalabilité dans une campagne Google Ads? En gros, juste pour expliquer rapidement, je dépense mes 10 euros, je fais, je sais pas moi, 2 clients par semaine, je dis n'importe quoi. Donc si je mets 20 euros, logiquement, j'en aurai 4. C'est pas tout à fait ça, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus? Alors, déjà, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de vérité absolue en ads. Donc, tout ça pour dire que j'ai déjà vu des gens scaler de plein de manières différentes et pour qui ça a pu marcher. Mais si je devais donner une règle un peu générale, que ce soit en termes de préconisation directement en interne par Google ou de ce que j'ai vu auprès de 80% des gens, généralement, il faut y aller assez doucement pour éviter de trop perturber l'algo. Parce qu'on D'accord. va avoir ce souci un petit peu de, et c'est aussi le cas sur Meta, très souvent des gens qui vont juste doubler le budget et en fait ils se retrouvent Oui. avec Non. ben, le même nombre de conversions, 2 fois plus cher, tout simplement. Parce que l'algo, il se dit jusqu'à maintenant voilà, j'avais 10 conversions par mois avec 500 euros. Ok, très bien. La personne double le budget, elle a 1000 euros par mois, elle fait toujours que 10 conversions. Hmm. Parce qu'en fait, on allait trop vite et on n'a pas donné de nouvelles indications supplémentaires à l'algo. C'est pour ça que ce qui peut être intéressant, si jamais on veut augmenter un... Alors attends, je vais reprendre le fil pour donner une réponse Hmm. claire. 80% du temps, le plus safe et ce qui fonctionne le mieux aux yeux de l'algorithme, c'est d'augmenter le budget seulement une fois toutes les 2-3 semaines maximum et de l'augmenter que de 15-20%, ce serait Ok. l'idéal, histoire D'accord. d'y aller doucement, tu vois, que l'algorithme, il comprenne qu'il a un peu plus de marge, mais sans qu'il se dise, ok, je suis open bar pour aller trouver des gens 2 fois plus chers, en fait, l'algorithme, c'est à la fois lui donner des possibilités et à la fois le contraindre. Du coup, en lui redonnant plus de budget, on lui donne plus d'opportunités de faire des impressions, des clics, etc. Mais Hmm. il est toujours à peu près dans la même zone de budget, donc il est quand même obligé de faire avec ce qu'il a. Si on lui donne Hmm. trop d'un coup, il va aller chercher trop large et il va aller chercher trop cher. Ouais. Du En fait, coup, il il y va a vouloir ça. changer de cible, quoi, du coup, direct, il va Ouais, chercher par autre chose. exemple, exactement. Il va Hmm. refaire son apprentissage, il va aller chercher une nouvelle poche d'audience, il va aller refaire des tests, etc. Hmm. Alors que si on Hmm. lui donne juste un petit peu plus, tu vois, si notre chien, on lui donne juste un petit peu plus de mou sur la laisse, Hmm. il va pas faire n'importe quoi, il va juste être à peine plus Ouais. libre, tu vois, c'est un peu pareil. Du coup, il faut D'accord. lui laisser un peu plus de mou, sans trop donner non plus, histoire qu'il soit quand même un peu contraint. Et ce qui est très intéressant quand même aussi sur Google et sur Meta aussi d'ailleurs, c'est qu'on peut mettre des objectifs de rentabilité ou des objectifs de coût par acquisition. Ce qui est très très important à faire quand on a déjà généré de la data. Ça va vraiment justement donner une bonne indication à l'algo. Hmm. Et la logique, c'est d'augmenter le budget. On peut le faire plus ou moins agressivement, mais tout en disant bien à l'algorithme, ok, ben là, ça fait 2 mois, j'ai des conversions à 30 euros. Là, j'augmente le budget, mais je te demande aussi de me trouver des conversions pour 35 Hmm. euros maximum. On lui donne C'est ça. l'indicatif. Et comme ça, il comprend qu'il faut qu'il reste dans cette tranche, parce que Ok. sinon, on est sûr que les coûts s'envolent. Il faut lui donner en fait un objectif, une cible bien spécifique plutôt que de le Exactement. laisser rechercher quoi. Ok, Ouais, ok, c'est plus clair. Donc c'est très important. Ouais. vraiment y aller étape par étape. Voilà, c'est avec ces petites marches entre guillemets qu'on va Ouais, pouvoir atteindre la scalabilité. On passe pas de 10 à 100 euros ouais. parce qu'on pense que ça va le faire quoi. Et Ok. du coup, pour corroborer et rester dans cette logique, quand on fait du scaling, on augmente petit à petit, par étape, 10-20%, histoire de ne pas Hmm. choquer l'algorithme.
Mais quand on veut augmenter notre rentabilité sans toucher au budget, il y a cette même logique d'escalier. C'est-à-dire que si ça fait 2 mois que j'ai des conversions à 30 euros et que demain, et qu'aujourd'hui je veux lui mettre un objectif de coût par acquisition, il faut surtout pas que je le contraigne trop. Si d'un seul coup je lui dis, ok, bon là ça fait 2 mois que tu me génères des conversions à 30 euros, bah, c'est trop cher pour moi. Moi je veux des conversions le moins cher possible. Ok, fais-moi des Mm. conversions à 10 euros. Là votre campagne elle va juste arrêter de diffuser parce que vous lui demandez l'impossible. Ouais. Donc il y a Ouais. cette même logique d'escalier et on va Ok. essayer de mettre un objectif 10-20% en dessous du coût par Mm. acquisition qu'on a depuis quelques semaines. Donc si on a Ok. 30 euros de coût par acquisition et que ça fait 2 mois que c'est à peu près stable, bon, on va pouvoir se permettre de lui donner du coup 10-20%, on va lui mettre un coût par acquisition à Mm. 26-27 euros maximum. Mm. Sinon, Mm. en fait, on va le brider et il va juste même pas diffuser parce que bah, d'un seul coup, on lui demande quelque chose qui est Mm. totalement Qui pourra pas irréalisable. réaliser. On lui demande d'être 3 fois plus rapide, 3 fois plus performant d'un coup. C'est impossible. Alors Mm. que peut-être qu'on peut arriver à 20 ou 15 euros d'acquisition en baissant petit à petit, en augmentant les budgets, en changeant un peu les audiences, etc. Donc voilà, il y a cette D'accord. logique autant dans le scaling de budget que Mm. dans la restriction d'objectifs de résultats. Cette logique d'escalier à 10-20%, généralement, c'est la bonne fourchette pour être safe. Ok, top. Au moins, ça c'est clair. C'est des choses que vous pouvez, vous tous, enfin en tout cas, appliquer ou implémenter dès cet après-midi pour ceux qui nous voient en live, et puis en tout cas dès la fin de ce webinaire pour ceux qui nous voient en replay. Ça c'est top. Si vous voulez appliquer un coût par acquisition cible, assurez-vous d'avoir au moins, allez, grand minimum une dizaine de conversions dans les 30-40 derniers jours, histoire que l'algo il ait un petit peu une direction, quoi. Parce que lui demander un coût par acquisition cible alors qu'il a généré une ou deux conversions au hasard en un mois ou deux, c'est pas assez. Il faut avoir une dizaine de conversions sur le dernier mois, hein, à Ok. mes yeux, pour se permettre de lui mettre un coût cible. Ouais. Ok. Donc Très avoir déjà un important. petit peu d'historique, en tout cas, avoir une campagne Voilà, déjà qui performe, ou en tout cas c'est qui ça. tourne. Ok. J'avais une question aussi qui est souvent posée. Euh, Google Ads va souvent préconiser des recommandations avec Hmm. notamment le PMax, Très gros sujet. campagne performance max, avec justement un tiens, bah, je suis que tu n'es qu'à 78,6% d'optimisation de ta campagne. Tu fais ça, 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 ça. Tu as juste à cliquer, je m'en occupe, et tu basculeras à 98 ou à 100%. Est-ce qu'on doit suivre toutes les recommandations ou pas? Quel est ton conseil par rapport à ça? Très très gros sujet qui revient très très souvent, voire 100% du temps avec n'importe quel client que j'ai pu avoir. De manière générale, n'écoutez pas les recommandations automatiques. Ok. Vraiment, Donc, je n'écoutez vais de pas les but en blanc. recos. Pour Ouais. plusieurs raisons. Déjà, le score d'optimisation qui est indiqué, c'est un indice. C'est pas un score réel de est-ce que ma Mm. campagne performe ou quoi que ce soit. C'est uniquement un indice. Est-ce que vous respectez, est-ce que vous faites la même chose que ce que Google veut promouvoir, que ce que font la majorité des annonceurs, etc. C'est un indice sur ce qui se passe dans le marché. Des fois, c'est très pertinent, et auquel cas, si vous avez la capacité de l'analyser et de vous dire, ah, c'est vrai que ce type de campagne est pas mal, pourquoi pas, il y a des très bonnes recommandations. Très souvent, je dirais que à la louche, 20 ou 30% des recommandations sont très bien, mais il faut savoir les spots, il faut savoir Mm. les identifier. Sinon, Mm. vous allez juste appliquer bêtement, vous allez pas avoir de retour, vous allez juste cliquer et c'est l'algo qui va tout faire. Basiquement, c'est vous qui connaissez votre business, donc c'est vous qui devez un peu prendre la décision de quel type de campagne faire, etc. Et pour ne rien vous cacher aussi, j'ai été à Google, je sais comment ça fonctionne. Google a ses intérêts, ils veulent pousser tel type de campagne, ils demandent à tout le monde de faire une Paymax, alors qu'il y a la moitié des gens, ça ne sert à rien. Mm. J'avais beaucoup, par exemple, de VTC, donc de taxis, quand j'étais chez Google. Il y avait beaucoup de taxis dans le sud. Ils avaient tous les recommandations Pmax, plus 30% d'optimisation de score, etc. Les taxis, ils n'ont pas besoin de Pmax. Les taxis, ils ont besoin de campagnes locales, sur des recherches précises, à 20 km autour d'eux, etc. Une Pmax, pour des taxis, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Pourtant, Google recommandera toujours ça. Préconise ça. Ok. Voilà. Du coup, pour moi, utilisez les recommandations uniquement si vous savez qu'elles sont pertinentes et que c'est juste un oubli de votre part et vous dites ah c'est vrai que cette reco elle est quand même pas bête, pourquoi pas Ouais. l'appliquer, ça y a pas de souci. Mais sinon, faut pas les prendre comme des injonctions à votre campagne n'est pas performante, faites ci sinon elle ne marchera pas, Mm. etc. Voilà. Non, très souvent c'est problématique. Donc il faut bien doser les recommandations, mais c'est Ouais, pas ce n'est pas à systématiser, c'est à voir en fonction de votre besoin et de ce que vous vraiment. apporterez Ouais. réellement en termes de performance.
cette recommandation. Ok, j'ai bien fait de poser la question alors. Parfait. Ah oui, parce que c'est Parfait. vraiment un sujet, et trop souvent j'ai eu des personnes qui appliquaient tout, ou tout ce Ouais. qui leur Bah semblait oui, c'est logique, pertinent, mais mais c'est fait comme sans ça. être... C'est fait Bah comme ouais, ça, bien je le sûr, comprends. Ça a été pensé comme ça. Google, bien sûr. ils sont malins, ils sont malins. J'ai une question de Camille, 18%, qui nous pose la question. Sa campagne Pmax ne s'affiche que sur un canal. Donc, tu vas peut-être d'ailleurs pouvoir nous parler justement des réseaux search, réseaux display peut-être. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose pour s'afficher sur d'autres canaux ou est-ce que Pmax peut s'en charger? J'aimerais bien un peu C'est plus plus de technique. détails parce que Ah. les PMax, par exemple, je sais il y a des manières de les faire diffuser à 95% sur le réseau shopping, par exemple, Mhm. notamment en mettant le moins de composants possible, donc le moins d'éléments d'annonce. Donc en gros, on contraint, parce que normalement, par définition, une PMax, elle est censée diffuser partout. C'est-à-dire que l'algorithme de Google va même créer des vidéos avec vos actifs, vos assets, hein, comment on appelle assets en français? Vos éléments, vos éléments comme les images, etc. Mhm. Il va même, une PMax est même censée créer une vidéo à partir de rien grâce à l'IA pour diffuser vos publicités sur YouTube, même dans un moindre pourcentage, mais c'est censé Ok, diffuser partout. Donc ok, si la PMax de Camille diffuse sur un seul canal contre son gré, c'est qu'il y a un problème de paramétrage quelque part. C'est une d'accord. certitude. Elles sont censées diffuser partout, principalement sur réseau de recherche, on va pas se mentir. Mhm. Mhm. Mais voilà, normalement, Pmax est censé diffuser sur tous les canaux et tu peux avoir les. Alors, il faudrait que je retrouve. Ça doit être performance des canaux dans Insight et Rapport, si je dis pas de bêtises. Et quand tu sélectionnes Pmax, ça te dit sur quel canal ça diffuse. Je dis D'accord. peut-être NIMP, c'est un peu compliqué ça. Planification. Mais je pense que dans le cas de Camille, il y a un problème de paramétrage qui fait que Mhm. ça diffuse qu'à un endroit. Mais Mhm. je sais aussi que, par exemple, quelqu'un qui veut utiliser une Pmax, mais avec le canal shopping, il va mettre aucun composant, aucun élément. Et là, ça force un peu la Pmax à diffuser que sur shopping, à prendre les images du site et à Mhm. poser les images dans shopping. Mais c'est le seul cas que je connaisse où on va diffuser sur un seul canal avec Pmax, mais de Mhm. notre plein gré. Oui, de manière volontaire et sans Ouais, qu'il aille chercher ou générer des images un peu aléatoires qui ne ouais, sont pas forcément conformes au produit. C'est vrai que là, dans le cas de Camille, c'est spécifiquement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est que là, Camille, clairement, tu n'as plus le choix, tu dois venir à la masterclass parce que c'est vrai que sans écran partagé, sans éléments concrets, c'est pas toujours ouais, évident de bien comprendre où aller chercher l'info et d'avoir le déclic qui permettrait de transcender un peu ouais. ça. D'où l'intérêt de cette masterclass. Bon, avec Camille, pas d'excuse, tu seras présente. Ok. Question également de Marc qui parle du power pairing. Pour lui, est-ce que c'est une légende ou pas, le fait d'associer une campagne de recherche classique avec une campagne performance max en tête chercheuse? Est-ce que ce terme-là, il te parle? Nous, je sais qu'on nous l'avait recommandé pour certaines campagnes, d'avoir une PMax justement pour élargir un petit peu, puis après on la bascule en search. Est-ce que ça te parle ou pas, ce type Alors, j'avais jamais entendu le terme, pour être franc. Par contre, la Mm, pratique est hyper courante. mm, Et c'est même un petit peu un b.a-ba pour moi quand on a assez de budget sur Google. Mais c'est pas forcément, comment dire, ça, elles vont pas forcément se nourrir l'une et l'autre. mm. D'ailleurs, il n'y a que la search qui peut nourrir la Pmax en réalité, à Ok, condition, à d'accord, condition d'activer entre guillemets les audiences de retargeting dans la performance max. Donc oui, d'accord. c'est une bonne chose, mais moi je conseille, quand je conseille cette pratique aux gens, c'est même pas dans une logique de retargeting forcément, parce que c'est un peu compliqué à mettre D'accord. en place pour des néophytes. Par contre, pour moi, c'est juste une manière d'optimiser ses chances de réussite, dans le sens où les campagnes de recherche, c'est des campagnes un peu à l'ancienne, très mécaniques, Oui, on a beaucoup de oui. contrôle. Et les campagnes PMax, c'est des campagnes full algorithmiques où on laisse l'algo prendre les devants par rapport à notre historique de compte, par rapport Mm, à nos landing pages et compagnie. Donc du coup, pour moi, c'est deux stratégies complémentaires dans le sens où c'est deux manières de faire principales sur les régies. Donc autant mm, tester les deux en même temps si on mm, a assez de budget. Parce que tester deux choses différentes à deux moments différents de l'année, c'est pas hyper pertinent dans le sens où bah, il y mm, a la temporalité qui change. Par contre, si on a deux mm, campagnes qui fonctionnent en même temps, bah, s'il y a une vraie différence entre les deux, si on a une Pmax qui est ultra rentable et une search à ras les pâquerettes,
bah, on peut se dire, bon, bah, ok, peut-être que je vais supprimer petit à petit ma campagne de recherche et réattribuer le budget petit à petit sur ma Pmax parce qu'elle fonctionne mieux. Mm, Donc pour moi, c'est plutôt une mm. manière de faire des tests et de savoir ce qui marche vraiment bien. Mais sinon, le fameux power pairing dont parlait l'auditeur, ça, c'est le cas à condition de bien paramétrer et que dans la Pmax, il y ait le remarketing qui soit bien enclenché par rapport à l'autre Ouais. campagne. Ouais. Ouais, complètement. Là, je partage. Genre, je traduis, hein, j'ai mis dans le chat pour toutes tes traductions de retargeting, la notion de reciblage. En clair, on parlait de campagne notoriété, on va toucher une certaine typologie de personnes, donc un certain profil identifié auprès de l'algorithme. Et l'idée, c'est dans une seconde campagne de retargeter, de recibler ces personnes qui ont interagi avec notre campagne précédente parce qu'elles ont montré un intérêt. Ça me fait rebondir justement sur un point, c'est que dans les performances max, moi, ce que je remarque, je sais pas si vous partagez ça, vous tous, mais clairement, on a beaucoup plus d'impressions. Mais justement trop, en fait, ça va tellement dans tous les sens qu'il va même nous diffuser, je l'avais vu pour une cliente, il diffusait les campagnes sur des apps mobiles, ce qui n'a rien à voir, ce qui était complètement hors propos, Ouais. quoi. Est-ce qu'on n'a pas au final plus de travail d'élagage derrière avec une PMax pour aller toper notamment les sites où ils nous diffusent, alors qu'on n'a rien à foutre ici parce que c'est pas du tout la cible, parce qu'il est en recherche un peu full algorithmique, comme tu l'évoquais. Est-ce qu'on n'a pas trop d'élagage alors qu'à l'inverse, pardon, une campagne search un peu plus pépère, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'impressions. Par contre, j'ai l'impression que les taux de conversion sont, Ouais. où le CTR est plus quali, il me semble. Ouais, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Après, je trouve quand même les Pmax ont souvent beaucoup de potentiel. Seul problème, c'est qu'elles sont gourmandes en budget et en temps avant d'être efficaces. Mais je suis assez d'accord. Moi, pour commencer, je préfère largement les campagnes un peu à l'ancienne où on va Mm, chercher à taper du mot-clé avec de la forte intention, peu de volume, mm, mais de la qualité. Après, les Pmax, c'est quand même, voilà, c'est quand même le produit principal de Google aujourd'hui. Je pense que dans les années à venir, ce sera vraiment les types de campagnes principales. Donc, il ne faut pas non plus trop attendre avant de tester. Il faut avoir du mm, budget, certes. ouais, Et les lagages, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même le faire, entre guillemets, un peu à l'avance, sauf pour les termes de mm, recherche un peu mauvais. Ça, c'est un peu compliqué, on n'a pas trop la main dessus. Par contre, mm, ouais, de tout ce qui va être. C'est un souci très technique que les gens connaissent très peu. Là, au niveau de la diffusion sur des niches, sur mm, des apps mobiles, sur des mm. sites pour enfants, etc. Il y a plein de petites choses qui seraient intéressantes. On pourra en parler lors de la masterclass, qui Oui. sont intéressants Oui. à Je pense que tu auras enlever. la question en masterclass. Clairement, c'est où Ouais, est-ce qu'on va exclure les mots-clés, comment est-ce qu'on les détecte, en fait, on se rend pas compte du travail que ça nécessite derrière, mais ça, ouais. c'est typiquement de l'optimisation de ciblage. À Ouais. budget équivalent, on va surperformer, clairement, clairement. Vraiment, c'est hyper Mm. important. On le voit très souvent. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'était presque une de mes accroches quand je travaillais pour Google. Et que des fois, parce que pour ceux qui sont sur Google depuis longtemps, ils peuvent voir un peu à quel point certaines personnes qui appellent sont poussifs, voire pas très bons et un peu en mode ah, on fait un appel, etc. Moi, très souvent, c'est vrai que quand quelqu'un était un peu saoulé par les appels des gens de Google, je leur disais tout simplement, bah écoutez, on va regarder en trois secondes. Là, je vais vous montrer, vous pouvez par A plus B qu'il y a 4-5% de votre budget qui part dans le néant total sur des sites pour enfants, sur des applications de jeux qui n'ont rien à voir, etc. Donc Ouais. ouais, il y a plein de petits paramétrages à modifier en amont sur les campagnes pour être sûr d'optimiser sa dépense. C'est très vrai. Mais du coup, ça, on peut le faire en partie à l'avance sur les Mm. Pmax. Donc ouais. Mm. Top. Euh, Juste un point que je trouve hyper intéressant. Vous êtes toujours aussi nombreux après 1 heure et demie, donc le sujet clairement il vous intéresse, ça c'est il y a pas de souci. L'idée c'est on va pas y passer 3 heures. Je vais prendre une dernière question de Camille 18% parce que du coup je la trouve intéressante, puis elle va peut-être aussi ouvrir un nouveau chapitre qu'on pourra aborder lors de la masterclass. Parce qu'en effet, ça fait quasiment 1 heure et demie qu'on est ensemble. C'était, on va dire, le full que je m'étais noté. C'était, voilà, on va jusqu'à 1 heure et demie. Au-delà, on va pas abuser du temps d'Alexandre qui a déjà été hyper généreux et je te remercie et qui va nous offrir encore un temps supplémentaire dédié pour ceux qui ont déjà des campagnes et qui souhaitent les optimiser de manière personnalisée. Donc la question, c'est Camille 18% qui nous dit, elle a testé une campagne demande gen. Celle-là, on n'en a Mhm. pas encore parlé. Pendant 2 mois, mais ça lui paraît pas concluant. Donc la question,
Est-ce que 2 mois de test, est-ce que c'est suffisant ou pas? Et j'aimerais juste que tu nous parles, si tu veux bien, rapidement, c'est quoi les campagnes demande gen de Ouais. Google? Très spécifique, très très rare de les voir parce que c'est Mm. pas forcément adapté au business de tout le monde. Donc j'aimerais bien savoir un peu le business de Camille si elle veut bien nous en parler Elle sera là, rapidement. la masterclass, elle nous l'a dit. Oui, Ok. oui, oui, hâte d'y être, donc elle sera là, t'inquiète pas. Les demandes gen, c'est des campagnes. Avant, on avait des campagnes type vidéo. Maintenant, c'est des demandes gen. Mm. Et basiquement, c'est quand même des campagnes qui sont vachement axées notoriété et pas trop sur l'acquisition. Donc ça m'étonne Mm. pas trop si jamais Camille a un objectif de, je sais pas, générer des ventes sur son site ou autre en passant par de la vidéo. Mm. C'est pas forcément étonnant qu'elle n'ait pas les résultats escomptés parce que les demandes gen, c'est des campagnes qui sont très axées YouTube du coup. Très très Mm. axées sur création vidéo et du coup qui vont se diffuser sur YouTube. Et c'est Ouais, généralement, les gens font plus ça pour de la notoriété, pour rester un peu dans le cœur dans la tête des gens en termes de, voilà, de notoriété, justement. Et c'est moins axé conversion directe. Ça se fait aussi, Mm. mais c'est pas forcément l'idéal. Limite, D'accord. pour la conversion avec la vidéo, c'est plutôt les Pmax qui vont s'en occuper. Parce qu'il y a un peu de vidéo dans les Pmax et c'est plus Ok. axé conversion. Les demandes Ok. gen, c'est un peu moins le cas. 90% du temps, les gens qui font de la demande gen, c'est pour être présent au global. Ça va être les gens qui sont des médias, qui sont dans le tourisme, voilà, qui sont dans la diffusion au maximum, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt à convertir directement. Ok. Et du coup, est-ce que 2 mois de test, c'est Ouais. concluant ou il y aura peut-être d'autres choses à revoir? Ouais, demande gen, c'est une campagne assez classique qui diffuse normalement pas mal en termes d'impression. Mm. Donc pareil, ouais, au bout de 3 semaines, un mois, on est déjà fixé sur est-ce qu'elle fonctionne ou pas et est-ce qu'il y a des modifications à apporter. Ok, 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 top. Bah écoute, je crois qu'on a fait. Alors, on n'a pas fait le tour de la question, ça c'est Non. certain, mais je tiens vraiment à te remercier. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. De rien. Mettez-moi des pouces, des likes, des cœurs, vous mettez ce que vous voulez dans le chat, mais vous avez intérêt à mettre en tout cas un petit retour très honnêtement. On n'a pas évidemment pu aborder toutes les questions, mais on a été, je pense, du plus générique et on est monté comme ça en technique, en compétences. Donc franchement, merci en tout cas pour ça, Alexandre, pour ta lisibilité et la manière justement dont tu as pu nous apporter ça. Euh, Surveillez bien vous. Alors, t'as des pouces, t'as même des cœurs, dis donc. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je viens de vous féliciter à tous et à toutes. Et donc, on va se retrouver, certains d'entre vous, c'est évident en masterclass. Donc, surveillez bien vos mails. Vous aurez plus d'informations sur les conditions, la date, sous quel format. On va en discuter du coup avec Alexandre. Yannick nous dit merci, très pertinent d'avoir ouvert le capot de Google. C'est top. Merci, merci en tout cas pour vos retours. Ça a été un vrai plaisir, Alexandre, de te retrouver. Je Bah, pense qu'on plaisir a fait la partagé. première qu'on fait ensemble, mais ce ne sera pas la dernière. Est-ce que tu aurais un petit mot, du coup, à nous partager avant la fin de ce webinaire? Bah, franchement, bon, ça va être un petit message d'espoir, un petit peu pompeux, mais n'arrêtez jamais d'apprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Internet. C'est infini. C'est vraiment c'est vraiment le huitième continent. Donc voilà, n'arrêtez jamais d'apprendre. Essayez. N'écoutez pas trop non plus, voilà, les grosses formations, les gros titres sur YouTube, nouveaux trucs pour 2026. Mais voilà, testez des choses, apprenez et franchement, il y a vraiment de belles choses à faire. Top. Comme le dit Nicolas, ça change des webinaires bullshit. Donc ouais, je crois que c'est bien résumé. C'est bien résumé. Merci à tous. En tout cas, c'était un plaisir. Surveillez bien Plaisir vos mails. On vous partagé. envoie les informations sur la masterclass. Et puis, en tout cas, j'aurai le plaisir du coup vous de vous retrouver dans un prochain webinaire. On continue à se suivre. Tu voulais dire quelque chose, Alexandre? Bah, je voulais surtout vous remercier, c'était vraiment cool, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager un petit peu, parce que j'aime bien faire un peu de pédagogie et essayer d'initier les gens à différents sujets. Mm. Donc Mm. j'ai hâte de pouvoir rentrer en profondeur aussi avec des sujets un peu plus complexes que vous pourriez avoir. Mais c'était un Mm. véritable plaisir de pouvoir un peu partager cette passion, parce que c'est un peu une passion quand même, mine de rien, le marketing digital. Donc ça m'a fait Mm. plaisir de pouvoir répondre à vos questions. J'ai souvent tendance à divaguer, ouvrir des portes, etc. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir un peu aider. Je prends souvent la publicité comme acquis et toutes mes connaissances comme acquises et je Mm. me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses Ouais. que les gens ont besoin de comprendre dans les fondamentaux. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui.
Bah, en tout cas, le plaisir a vraiment été partagé. Je te dis à très vite du coup pour la Ouais. masterclass. Et pour tous les autres, bah, je vous dis à très bientôt dans les prochains webinars. Pour les membres de la communauté Pulse, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la session de questions-réponses. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde! Merci tout le monde, au revoir.